Merci à toutes et tous d'être parmi nous, que ce soit en présentiel ou évidemment à distance. C'est un grand plaisir de se retrouver. On l'a déjà eu l'occasion de le faire une première fois, mais on n'était pas aussi nombreux et nombreuses. Donc c'est vraiment pour nous un grand plaisir de vous accueillir pour cet amphi autour du numéro de Sale Boulot que l'on a sorti déjà en 2020. On y reviendra. Je voulais vous annoncer qu'en tout, on est environ normalement 130 à suivre l'événement ce soir. Donc, ça fait plaisir puisque malgré tout, euh, on garde un... Et d'ailleurs, on a même augmenté nos participants habituels à ces amphis, très certainement parce que la visio facilite aussi les contacts avec la province et puis aussi avec l'étranger, puisque je sais qu'il y a parmi nous au moins une Québécoise qui se connecte en fin de journée. Ça le fait pour elle. Voilà. Alors, comme vous le savez, depuis 2016, Margaret Marouani, qui a fondé le MAGE, a décidé de passer la main. Nous sommes désormais trois à animer le réseau de recherche du MAGE. Delphine Serre, qui est ici, sociologue et professeure à Paris Descartes, membre du CERLIS et de la revue Travail, Gens et Société. Nathalie Lapère, qui ne pouvait pas être parmi nous, elle est sociologue, professeure à l'Université de Toulouse 2, membre du CERTOP et responsable de l'équipe Sagesse, et moi-même, Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférences à Paris-Nanterre et membre du MAGE depuis un certain nombre d'années, depuis le début. J'aimerais pour ceux et celles qui ne connaîtriez pas encore le MAGE, il y en a puisque je ne vous connais pas tous, donc je suppose que parmi vous, certaines viennent là pour la première fois. Je voulais vous rappeler en deux mots que le MAGE, c'est une fédération de laboratoires et de chercheurs qu'on a constitué en réseau donc depuis maintenant 26 ans. Et c'est le premier grand réseau de recherche sur le thème du genre et du marché du travail. Il y a Elena Hirata, Jacqueline Lofer, qui sont parmi nous en présentiel et que je remercie, qui ont participé à la création du MAGE, donc en 95. Et c'était un groupement de recherche à ce moment-là du CNRS. Depuis, le MAGE a adopté une optique à la fois internationale et pluridisciplinaire. On a pratiquement toute la palette des sciences sociales qui sont présentes parmi nous. Et puis, on s'est renforcé aussi au plan européen et international. Le MAGE est devenu en 2003 un GDR européen. Puis, depuis 2010, c'est un réseau de recherche international pluridisciplinaire. On regroupe 30 centres de recherche et universités dans 13 pays. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, je vous invite, pour en savoir plus, à regarder notre site. On a un site réseau de recherche MAGE. Vous aurez toutes les infos sur nos travaux, sur nos actualités. Et bien sûr, depuis quelque temps, nous avons le plaisir d'enregistrer, voire de filmer nos amphis. Et vous pouvez les réécouter grâce notamment à Olivier Boulanger qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas et Jasmina Tevanovic qui l'a aidé à préparer cela. C'est grâce à eux que l'on a aujourd'hui, j'espère dans de bonnes conditions, une retransmission sur YouTube qui vous permettra d'ailleurs de la réécouter ou de la faire réécouter, voir si vous le souhaitez. Les derniers travaux du MAGE, c'est le livre qui était en vente, mais bon, dans la bousculade, vous ne l'avez peut-être pas vu. Si vous ne l'avez pas encore, je vous recommande Le genre au travail, recherche féministe et lutte de femmes aux éditions Sileps, que l'on a sorti l'année dernière, tout juste. Et puis, vous annoncez que le prochain amphi du MAGE sera sur les agricultrices, sûrement vers avant l'été, je ne sais pas, c'est à discuter. Et puis enfin, parmi nos travaux, j'aimerais dire juste que
nous contribuons à la publication de Travail, genre et société. Et c'est pour ça que je passe la parole à Hyacinthe Ravé, la directrice de notre revue. Elle est sociologue, musicologue, professeure à Sorbonne Université et vice-doyenne égalité, lutte contre les discriminations de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Merci Rachel, bonjour à toutes et à tous. Je tiens moi aussi à vous remercier pour votre présence en présence ou en ligne, parce qu'on est vraiment très, très heureuse de pouvoir se retrouver pour discuter ensemble. C'est vrai que c'est à la fois intéressant d'avoir la distance pour permettre des échanges avec des personnes qui sont loin, et ça nous rapproche en ce sens, mais c'est aussi important de retrouver les discussions en chair et en os, qui souvent sont quand même plus animées enfin voilà, ça dépend, mais qui peuvent être plus animées qu'à distance. Donc, à mon tour de vous accueillir donc dans cet amphi du MAGE, co-organisé donc par le MAGE et la revue Travail, Genre et Société, et puis avec le soutien aussi de la mission égalité qu'évoquait à l'instant Rachel, puisque ça s'inscrit dans le mois de l'égalité donc de la faculté des lettres et de Sorbonne Université de manière générale. Et donc, on est enfin voilà, c'est des partenariats qui sont importants pour faire vivre ces questions. Et donc, dans le public qu'on a, on a vraiment des personnes aussi d'horizons divers qui peuvent échanger avec nous aujourd'hui. Donc, plaisir de vous accueillir pour ce débat autour des sales boulots. C'était donc un dossier de la revue Travail, Genre et Société, coordonné par Pauline Cellier et Rachel Silvera, que je vais ensuite présenter pour Pauline au moment de lui donner la parole, publié dans le numéro 43 de 2020. Et à mon tour, je souhaite vous dire quelques mots de la revue Travail, Genre et Société, parce qu'on l'a supposée et connue d'habitude dans nos amphis, mais c'est pareil, c'est important de vous dire depuis quand elle existe et quel est son objet. Donc, elle a été fondée par Margaret Marvani dans le sillage du MAGE et avec une équipe aussi de personnes qu'on retrouve comme Rachel Silvera, Jacqueline Lofer, qui sont ici présentes, et puis d'autres. Donc, elle a été créée en 1999. On a fêté ses 20 ans juste avant le confinement. On était heureuse d'avoir réussi à le faire. Et depuis en fait septembre 2017, là aussi, Margaret Marvani a passé la main dans la direction de la revue. Donc, j'ai eu le plaisir de reprendre la direction de cette revue avec Clotilde Lemarchand, qui est professeure à Lille, à l'Université de Lille, sociologue, et qui ne peut pas être là ce soir, mais qui est avec nous en pensée aussi pour suivre le débat. La revue est une publication, elle aussi, pluridisciplinaire. On a un comité de rédaction qui est composé à la fois de sociologues, d'historiens, d'historiennes, d'économistes, de personnes issues des sciences de l'éducation. J'en oublie forcément. Et puis, on est en train de réfléchir aussi à un élargissement du comité de rédaction vers d'autres disciplines, parce que c'est important d'avoir ce regard en fait croisé, tous et toutes. On a pour habitude de lire l'ensemble des papiers qui arrivent, tout le monde, et donc de se dire qu'est-ce que ça peut me dire, moi qui suis géographe, d'un papier d'une économiste sur telle question. Et vraiment, on y tient beaucoup à cette lecture croisée, pluridisciplinaire, ensemble. On décide ensemble de l'opportunité de publier ou non tel papier, de travailler sur tel dossier, etc. Donc, l'objet de la revue, c'est vraiment l'idée d'étudier la différence des sexes et les effets du genre dans le monde du travail et donc dans la société. Mais il y a vraiment cet ADN fort de la revue, travail, genre et société, ces trois termes qui sont pour nous essentiels et qu'on fait dialoguer à chaque fois dans l'ensemble des publications. Donc, les numéros abordent des thématiques diverses, le sale boulot, bien sûr, mais le prochain, là, qui va paraître en avril, portera sur le genre face aux armées. Donc, une question assez nouvelle pour nous. On s'en est emparé et ça nous semblait vraiment essentiel, et l'actualité nous le rappelle de diverses manières. Les prochains porteront sur genre, travail et handicap. On aura aussi un numéro sur les discriminations que rencontrent les personnes LGBTQI+, au travail, ou encore sur la question de la justice reproductive. Donc, vous voyez des thématiques extrêmement diverses. Et dans chaque numéro, outre un dossier, on a aussi une controverse à chaque fois sur une question qui nous semble essentielle de discuter au sein de la revue, mais aussi un parcours avec des personnes aussi qui nous sont chères. Un des prochains, ce sera celui de Nicole Mosconi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était une personne très importante pour la revue. On a aussi de nombreux comptes rendus d'ouvrages. On n'est pas peu fiers d'avoir des résumés dans diverses langues, donc en anglais, en allemand, en espagnol, en brésilien et en chinois. Je ne sais pas s'il y a d'autres revues qui proposent la même chose, mais c'est aussi en lien avec le fait que la revue est disponible sur Cairn, et notamment sur Cairn International, en anglais et en espagnol maintenant, pour un certain nombre d'articles publiés dans la revue.
Voilà, donc avant de donner la parole à Pauline Cellier qui va introduire et animer le débat avec Rachel Silvera, au nom donc des différents partenaires de l'événement, je tiens vraiment à remercier à la fois l'ensemble des personnes qui interviennent ce soir et qui ont contribué aussi donc au dossier de la revue, mais aussi Alexandre Robert, dont on a vu l'efficacité absolument inénarrable ce soir, donc qui est à la fois responsable du MAGE et puis enseignant à Sorbonne Université, et également Camille Feinte et Zekia Amado, étudiantes du Master Genre de l'EHESS, qui ont aussi assuré l'organisation et la gestion de cet amphi, l'accueil avec Alexandre Robert, et on sait combien tout ce travail est vraiment essentiel, et sans lui, rien ne peut se faire. Je signale également qu'il y aura un pot à l'issue de cet amphi. On a enfin, sans les masques, on va pouvoir boire un coup. Je vous prie par avance d'excuser mon départ un peu anticipé parce qu'il y a un autre événement ce soir de la mission Égalité, une pièce, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est à l'Amphi Richelieu, autour de la confiscation avec un débat avec Eliane Viennot qui aura lieu à partir de 19h30. Donc, vous pouvez vous glisser dans l'Amphi Richelieu si vous avez envie de poursuivre la soirée. C'est tout à fait possible, donc c'est vers la cour d'honneur. Voilà. Donc, après avoir bu un verre, vous pouvez y aller, vous y rendre. Moi, je serais partie un petit peu avant. Donc, je vais donner la parole à Rachel Silvera et Pauline Cellier, qui est donc sociologue, maîtresse de conférence à l'Université de Caen-Normandie et membre du Centre de recherche risques et vulnérabilité, et aussi, comme Rachel, qui ne l'a pas dit, mais qui sont toutes les deux membres de la revue Travail, Genre et Société, membres du comité de régulation. Merci à vous, bon débat. Je vais me glisser sur le côté. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que le MAGE et la revue vit grâce à un certain nombre de financements et on a le plaisir, donc j'insiste, d'accueillir Hélène Bidard et son équipe de la mairie de Paris qui constitue un des soutiens, des piliers du MAGE, vraiment. Je tenais à la remercier directement, puisque sans la mairie de Paris, rappelez-vous, il y a quelques années, le MAGE avait souffert d'un manque de subventions. C'est la mairie de Paris qui était venue, qui avait pris le relais et qui, depuis, n'a jamais cessé de nous soutenir. Donc, je pense que c'était important de le rappeler. Merci. Donc, je remercie, enfin, Rachel et moi remercions le MAGE, enfin, alors, elle s'auto-remercie pour l'organisation de cet amphi sur la sortie du dossier Sale Boulot et les auteurs et autrices du dossier que je vais présenter rapidement. Christelle Avril, donc, qui est sociologue au CMH et à l'EHESS. J'excuse Leïla Boudra, qui est chercheur en ergonomie et membre du laboratoire Paragraphe à l'Université Paris 8 et qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Je présente donc Hugo Brett, sociologue à l'Université de Paris et au CERLIS, au laboratoire CERLIS. Caroline Ibos, sociologue à l'Université Paris 8 au laboratoire d'études des genres et de sexualité. Et enfin, Irène Ramos-Vaca, sociologue en doctorat à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et au CESP, qui est donc co-auteur de l'article dont discutera Christelle Avril. Donc, le format, aujourd'hui, c'est de poser quelques mots en introduction pour revenir notamment sur les questions qui nous ont portés pour ce dossier, pour construire ce dossier. Et puis ensuite, bien sûr, donner du temps aux autrices et aux auteurs pour, à partir de questions transversales qui ont été posées à chacun et chacune d'entre elles. Donc, quelques mots d'introduction sur ce dossier. Ce dossier, le dossier Sale Boulot, il est sorti, il est paru au printemps 2020. Et au printemps 2020, le contexte est, si tant est qu'il y ait besoin de le rappeler, celui de la crise sanitaire, du confinement, durant lequel des métiers invisibilisés habituellement ont été salués, applaudis, parce qu'ils et elles continuaient de travailler dans ce contexte et permettaient d'assurer des besoins dits essentiels. Parmi eux, des soignantes et des soignants, bien sûr, qui constituent, cela étant, un groupe très hétérogène du point de vue des propriétés sociales et des gratifications sociales et symboliques que procure le travail. Soignants, soignantes qui donc étaient applaudis tous les soirs à 20h, mais aussi des hôtesses de caisse de la grande distribution, des éboueurs. Ah, c'est trop loin? Pardon. Des éboueurs, des aides à domicile, etc. Des groupes professionnels, donc, qui occupent des positions professionnelles bien souvent peu valorisées, pardon, et avec certains attributs assez classiques de ce qu'on appelle les boulots sales. Le dossier, il a bien sûr été imaginé bien avant le confinement, et donc avant ces expressions de soutien, alors un soutien principalement symbolique et plutôt de courte durée à ces travailleuses et ces travailleurs. Mais le contexte a, selon nous, montré tout l'intérêt d'une réflexion renouvelée
sur une notion pourtant ancienne et classique en sociologie du travail, celle de sale boulot, par une analyse donc des inégalités de genre. Dans ce temps introductif de l'amphi d'aujourd'hui, je voudrais d'abord donc revenir sur la notion de sale boulot et l'intérêt du genre dans l'analyse, enfin l'intérêt qu'on a trouvé en tout cas à articuler ces questions. Présenter ensuite quelques-uns des principaux aspects qui nous ont occupés, qui ont guidé cette réflexion et qui ont guidé donc l'écriture des articles. Et puis, je présenterai très rapidement les articles pour finir, pour plutôt laisser la parole aux auteurs et autrices sur leur propre article. Donc d'abord, la réflexion qu'on a souhaité engager sur sale boulot et genre, elle est évidemment inspirée du dirty work tel qu'il est décrit par Everett Hughes, qui désigne à la fois des activités professionnelles jugées dégradantes, dégoûtantes, humiliantes, en tout cas en bas de l'échelle de la division du travail, et situées bien souvent, en bas de l'échelle de la division du travail. Et puis, le concept désigne aussi certaines dimensions moins valorisantes, présentes dans toutes les activités professionnelles, même dans les activités les plus prestigieuses, et dont on essaie généralement de se débarrasser en le transférant à un personnel subalterne ou moins établi. Ces deux enjeux-là, on les traduit souvent, on les retrouve souvent dans la sociologie du travail autour d'une dichotomie entre la délégation du sale boulot et celle des boulots sales donc qui seraient proches d'éléments perçus ou codés ou catégorisés comme sales dans l'espace social. Dans ces deux usages-là, le sale boulot, il est au cœur de la division morale du travail. Il concerne des tâches sales parce qu'elles sont, et là je cite Hughes, physiquement dégoûtantes ou parce qu'elles symbolisent quelque chose de dégradant ou d'humiliant. Et elles renvoient aussi à ce qui va à l'encontre de nos conceptions morales les plus héroïques. Et donc notre proposition dans ce dossier, c'était de tenter de saisir le poids du genre dans la division morale du travail, d'une part, et de voir comment l'analyse du genre au travail permet une analyse renouvelée de cette notion du sale boulot. Et on a essayé de le faire par une analyse plus spécifique des boulots sales, ceux dans lesquels les travailleurs et travailleuses sont plus directement, alors je vais y revenir par rapport au papier, mais plus directement en contact avec la salissure, les déchets, les fluides corporels, la mort, ou qui constituent des activités dont on devrait avoir un peu honte. Je reprends là encore l'expression d'Everett Hughes. Activités qui sont invisibilisées très clairement et qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de la société. Même si je précise tout de suite que les groupes professionnels qui sont étudiés dans le dossier ont bien des différences en termes à la fois de contenu du travail, notamment dans cette idée de proximité à l'idée de saleté, mais aussi des différences en termes de prestige ou de représentation de leur travail et en termes aussi de propriété sociale. Dans les travaux de Hughes, la notion de dirty work, elle n'est pas abordée directement à l'aune du genre et les recherches contemporaines sur des activités socialement considérées comme sales ne saisissent pas toutes ou pas toujours la question du genre au travail. Et donc, ce dossier a essayé d'opérer ce déplacement, ou en tout cas de poser le regard sur des métiers bien souvent dévalorisés, invisibilisés dans l'espace social, en posant comme principe que la prise en compte du genre est fondamentale dans l'étude de ces métiers. Dans cette perspective, donc, il y a plusieurs questions et thématiques qui traversent le dossier que je vais essayer de présenter désormais. La première question qui a guidé ce dossier, c'est celle de la production et de la reproduction des inégalités de genre au travail. On a cherché globalement à étudier la division sexuée du marché du travail, car on sait que bien des tâches dévolues aux femmes sont dévalorisées et que des gratifications inégales peuvent être... que le sale boulot peut conduire à des gratifications inégales, que le rapport au sale boulot, peut conduire à des gratifications inégales. Donc cet intérêt-là nous a conduit à poser une série de questions. Une des questions qui nous occupait, c'était comment dans le champ des boulots considérés comme sales, les métiers dits féminins ou à dominante féminine et les métiers dits masculins ou à dominante masculine sont-ils infériorisés? Le sont-ils de la même manière? Comment les salariés se saisissent-ils ou se saisissent-elles de ces dimensions peu valorisées du travail, les plus
humiliantes, dégoûtantes, etc., pour favoriser la reconnaissance des boulots sales et compenser un rapport au travail parfois peu satisfaisant. On sait, par exemple, que l'exposition à la saleté ou à certaines dimensions matérielles et physiques du travail des hommes peut parfois être source de reconnaissance au travail dans des métiers peu qualifiés, quand ces mêmes dimensions sont niées dans les métiers à dominante féminine au profit du relationnel. Donc, en d'autres termes, un même attribut, là, la proximité à la saleté, ou à ce qu'on trouve dégradant, peut être source de revalorisation dans certains métiers, dans certains secteurs, quand elle est source de disqualification dans certains où exercent majoritairement les femmes. Et donc, cette question de la reconnaissance de pans du travail perçus comme dévalorisants, elle peut s'aborder bien sûr du point de vue des conditions objectives, des conditions d'emploi, des conditions de travail, la capacité à négocier des primes, la capacité à aménager des postes de travail, etc. Mais elle peut aussi s'appréhender du point de vue symbolique, à partir du regard qui est porté, du regard inégal qui est porté sur ces boulots sales. La deuxième perspective, le deuxième questionnement qui a porté ce dossier, c'est d'essayer de produire une sociologie du travail dans les sales boulots attentive aux questions de stratification sociale. Une des questions à laquelle nous cherchions des éléments de réponse, c'était de saisir la manière dont la saleté ou les dimensions les plus dégradantes du travail ont des effets sur les normes de genre dans certains groupes professionnels du salariat d'exécution. Et donc une invitation, à partir de la notion de sale boulot, à réfléchir aux masculinités et féminités dans ces univers professionnels. Dans cette perspective aussi, notre intérêt pour le genre dans les sales boulots, il s'est combiné à une analyse de l'imbrication des rapports sociaux qui prennent forme au travail. En effet, lorsque les travailleurs et les travailleuses partagent une même exposition à la saleté ou à la souillure, les gratifications matérielles et symboliques peuvent là encore être différentes selon le genre. Donc ça, c'était effectivement ce qui nous guidait. Mais bien sûr, selon d'autres propriétés sociales, l'origine ethnique supposée, la génération, les trajectoires sociales, le statut d'emploi et ainsi de suite. Une autre question, et ce sera la dernière qui a guidé ce dossier, c'est le poids des contextes d'exécution, des conditions de travail, qui jouent un rôle fondamental dans le rapport au travail des salariés concernés. Les espaces où sont réalisées les tâches jugées les plus dégradantes ont des effets sur la reconnaissance du travail et sur la perception qu'on a de son travail. Est-ce qu'être exposé dans l'espace public, comme c'est le cas des éboueurs par exemple, ou invisibilisé dans des espaces privés, ou en tout cas mis à distance de la visibilité, je pense aux femmes de ménage qui interviennent sur des horaires où on ne les croise pas, par exemple, où on ne les voit pas. Est-ce que ça produit le même type de rapport au travail et est-ce que ça produit la même possibilité de revaloriser son activité? Ça, c'était aussi une question qui a guidé l'élaboration de ce dossier. Et ces diverses questions, on a essayé de les poser en faisant varier au maximum les secteurs et les contextes de travail, ce qui explique la grande variété des métiers étudiés dans ce dossier, ou des approches qui sont étudiées dans ce dossier: chiffonnier et chiffonnière, éboueur, aide à domicile, secrétaire médicale, soignante en pédiatrie, opérateur et opératrice des centres de tri des déchets, même si, bien sûr, ils n'épuisent pas du tout toutes les formes de sales boulots ou de boulots étiquetés comme des sales boulots. Ça permettait déjà de rendre compte de la diversité des contextes pour cette étude, donc pour mobiliser cette étude en termes de genre et de sales boulots. Les articles invitent aussi, à mon avis, et avant de présenter les articles, je m'arrête là, à poursuivre les travaux en mobilisant cette notion de sale boulot sous l'angle du genre dans d'autres secteurs professionnels. D'autres qui ont explicitement des attributs des boulots sales, gestion de la mort, travail dans les égouts, les abattoirs par exemple, mais aussi d'aller voir du côté des secteurs hautement valorisés de l'espace social, où certaines dimensions apparaissent moralement honteuses, humiliantes, comme Jules encourageait à le faire, notamment à propos des professions prestigieuses comme les avocats ou les médecins. Et donc, pour finir cette introduction trop longue, je m'en excuse, je présente juste rapidement les papiers qui ont constitué le dossier, et je vais le faire dans l'ordre d'apparition dans le dossier. Donc, le premier article, c'est celui de Caroline Ibos sur les chiffonniers et chiffonnières à Paris, sur une période de 1830 à 1880.
Ce texte est une analyse socio-historique, contribue en tout cas à une analyse des masculinités populaires dans le travail des déchets, un sale boulot exposé dans l'espace public, qui donne lieu à des représentations, à des hiérarchisations symboliques entre celles et ceux qui les exercent. Dans le prolongement de cette réflexion sur les normes de genre, le texte d'Hugo Brett sur les éboueurs étudie des rapports contrastés à la virilité dans les usages du corps au travail, entre autres, et propose une analyse combinée des effets du genre et de la classe sur le rapport au travail, dans un boulot qui a les attributs assez classiques, ou en tout cas attendus de ce qu'on entend par un boulot sale, au sens du contact là, avec les déchets. Le texte de l'ergonome Leila Boudra porte sur les opérateurs et opératrices de centres de tri des déchets et décrit là plutôt le poids de la division sexuée du travail dans des équipes composées d'hommes et de femmes et la manière dont cette division joue sur la perception de son travail, joue sur ce qui est perçu comme plus ou moins dégradant. Et on y apprend notamment que la gestion des déchets, qui est perçue comme dégradante pour les femmes qui occupent les postes les moins valorisés de cette industrie, elle peut être valorisée lorsqu'elle est présentée sous une dimension attentive à l'environnement et plutôt donc sous l'angle de son utilité sociale. Et enfin, le dernier article qui conclut, qui ferme le dossier, c'est l'article de Christelle Avril et Irène Ramos-Vaca, qui prend le pari d'étudier 3 mondes professionnels, celui des aides à domicile, des aides soignantes et des infirmières en pédiatrie à l'hôpital et des secrétaires médicales. Et elles y posent une question qui nous semble finalement traverser l'ensemble du dossier, qui est qu'est-ce qu'un métier de femme et comment la notion de sale boulot peut nous inviter à réfléchir. Comment la notion de sale boulot et l'étude de la délégation de ce sale boulot permettent d'étudier des rôles dévolus aux femmes dans leur activité professionnelle, des rôles ménagers et maternants, mais aussi des rôles qui consistent à se salir les mains pour les autres, je reprends leur expression, et leur réflexion à ce sujet oriente d'ailleurs les questions qui ont été proposées pour orienter l'échange d'aujourd'hui et que Rachel va... Donc, première question à nos auteurs et autrices. À partir de leur situation professionnelle variée, comme l'a rappelé Pauline, comment s'effectue hier ou aujourd'hui la division sexuée du travail dans ces sales boulots? Et puis, en lien avec cela, comme l'a rappelé aussi Pauline, comment cette division s'imbrique-t-elle à d'autres rapports sociaux à l'œuvre sur vos terrains? On pense bien sûr à la classe, mais aussi aux générations ou encore à l'origine. Donc, pour commencer, on va prendre l'ordre finalement des textes. Caroline, pour démarrer. Merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée en fait de nous réunir et de rencontrer. Ça permet de rencontrer les gens de la revue aussi. Donc c'est des moments précieux. Voilà, donc je vais dire quelques mots de cet article sur les chiffonnières et les chiffonniers. Je ne suis pas historienne et pour moi c'était vraiment intéressant, enfin c'était un vrai travail d'histoire sur des sources historiques, des sources du 19e siècle, avec donc pour moi ce décalage qui est qu'en général quand je fais des enquêtes, eh bien je fais des enquêtes qui sont ethnographiques comme on dit, c'est-à-dire que je pars d'une matière sensible qui peut être des discours de gens qui sont présents, de personnes que je rencontre, que j'observe. Et là, bien sûr, il y a une double difficulté pour moi. La première, c'est que j'ai travaillé sur des sources qui donc représentent ces chiffonniers et ces chiffonnières. Donc on est dans l'espace textuel ou iconographique de la représentation. Et la deuxième difficulté, c'est que ces sources ne sont pas produites par les personnes concernées, qui sont absentes, enfin qui ne sont pas les auteurs et les autrices de ces sources. Donc d'abord j'ai essayé d'analyser cela et dans cette mise en texte, voilà, donc j'ai essayé d'analyser en fait, j'ai pas mobilisé la catégorie de sale boulot, mais en revanche j'ai posé une double question, c'est-à-dire à partir d'un métier extraordinairement dévalué. Les chiffonniers, en fait, ce sont ça anticipe les éboueurs, donc c'est vraiment ceux qui ramassent les ordures et qui les trient et qui sont au contact des ordures laissées sur les trottoirs au 19e siècle, avant l'invention de la poubelle.
Et en même temps, ce ne sont pas des salariés, c'est-à-dire que ce sont des subalternes au sens de Gramsci, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement écartés de l'histoire, écartés de la parole de l'histoire, mais en même temps, ce sont des petits entrepreneurs. Donc, ils sont dans un système économique qui est celui du profit et de la valorisation. Donc, la question que je pose est double. À partir de ce métier extrêmement dévalué, est-ce que, néanmoins, on reconnaît une part de puissance aux hommes subalternes, aux masculinités subordonnées, dans un système de domination masculine, et pour un métier qui en fait est mixte, parce qu'il y a des chiffonniers, mais il y a aussi des chiffonnières, quand bien même les chiffonnières sont totalement invisibilisées des représentations. Donc j'ai pris le cadre analytique de Raewyn Connell. Hein. Les chiffonniers se trouvent dans les masculinités marginales, infériorisés par les masculinités hégémoniques. Et justement, ce système d'analyse, eh bien, toutes ces sources étaient produites par des masculinités hégémoniques, voilà, qui émanent donc de ceux qui ont le pouvoir d'écrire, de nommer, de classer. Et les chiffonniers appartiennent aux classes laborieuses, petits entrepreneurs, mais aussi aux classes dangereuses et aux classes criminalisées. Je pense qu'on peut vraiment croiser là 3 rapports sociaux. Il y a le genre, il y a la classe sociale, mais il y a aussi quelque chose autour justement de la criminalisation qui est qu'on peut construire comme un rapport social, c'est-à-dire les groupes sociaux qui sont réputés déviants. Donc il y a une sorte de rapport de défiance qui me semble très important. Et les récits, il y a une sorte de premier niveau des récits qui convergent pour les dire malhonnêtes, violents, alcooliques, contaminés par la vermine qu'ils manipulent, contagieux, et ils menacent le corps social, et ils le menacent aussi bien corporellement, physiquement, que moralement. Quant aux femmes, eh bien, il y a un effacement iconographique et textuel des chiffonnières. Donc, les chiffonniers sont certes silenciés parce qu'ils sont toujours parlés et représentés par d'autres groupes sociaux, mais les chiffonnières, elles n'existent absolument pas, ou quasiment pas. Elles sont silenciées. Alors, très rapidement, j'ai identifié 3 corpus de textes et d'images assez différents, et que je mets j'essaie d'avoir une distance critique par rapport à ces corpus. D'abord, il y a des textes des hygiénistes, qui sont des sortes de textes savants ou d'experts, qui sont très fréquents, qui étaient un genre en soi à l'époque. Ensuite, il y a des textes, tout ce qu'on appelle, tous les romans feuilletons, toute la littérature panoramique, donc des sources textuelles, les caricatures, des sources textuelles et iconographiques qui sont populaires. Et puis enfin, il y a l'art, la poésie, la peinture, une culture de la distinction. Et comment s'articule donc, comment se donne ce rapport de genre ? Eh bien, du côté des hygiénistes, sous ce premier discours qui est extrêmement défavorable, eh bien, il y a néanmoins un discours de la reconnaissance patriarcale du chiffonnier. C'est-à-dire que l'ordre social peut néanmoins passer par le chiffonnier en tant qu'il est chef de famille. Donc il y a un discours de la famille comme cellule de l'ordre social et du chiffonnier comme figure garantissant l'ordre patriarcal. Tandis que les chiffonnières, quand on voit leur ombre, sont assimilées au monde des enfants. Donc là, il y a vraiment une forme d'immaturité des chiffonnières. Du côté des romans feuilletons et de la littérature panoramique, le chiffonnier est une figure complexe, réversible, une figure de l'alliance des contrastes. On le compare à Diogène. Il est celui qui peut trouver des trésors dans les détritus, celui qui peut s'approprier une sorte de vérité par l'expérience de la saleté. Et ce chiffonnier littéraire, alors Antoine Compagnon lui a consacré un séminaire au Collège de France. Dans ce séminaire, Antoine Compagnon n'a pas prononcé le mot de chiffonnière, sauf pour parler de la prostitution. Et dans du côté, alors dans ce corpus-là, eh bien précisément, les chiffonnières,
elles sont juste traitées comme des prostituées sales et de bas étage, dans une espèce de hiérarchisation de la prostitution où elles sont tout en bas, après les grisettes, les lorettes, il y a les chiffonnières. Et du côté de l'art, par exemple, on connaît le poème de Baudelaire, Le vin des chiffonniers. Eh bien, le chiffonnier est une sorte de double de l'artiste, rejeté par la société parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Et par exemple, dans Le vin des chiffonniers, Baudelaire décrit le chiffonnier qui se cogne au mur de l'ordre social. Et en revanche, ces artistes effacent totalement les chiffonnières. Donc là, on peut dire que dans cette masculinité des artistes, dans cette masculinité, c'est une masculinité finalement complice avec les masculinités hégémoniques quant à l'ordre de genre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas excéder le temps de parole. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc la parole est à Hugo maintenant. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais en profiter pour faire un petit pas de côté par rapport à l'article qui était présent dans la revue, et je vais en profiter pour insister davantage sur cette question de la division sexuée du travail, que j'esquive un peu plus dans l'article, et insister sur quelques enjeux liés à la féminisation récente du métier d'éboueur, ou encore sur la question des normes de genre qu'on retrouve dans ce milieu. Alors une précision pour commencer, c'est que ce que je vais présenter, ça va être à partir de données lacunaires sur ces questions, puisque l'enquête porte sur des éboueurs et des balayeurs dans le secteur public, à Paris et en Ile-de-France, et que j'ai pas rencontré beaucoup de femmes. Il y a en gros 3 terrains, et elles sont présentes sur un seul de ces terrains à la ville de Paris. Donc je vais parler ici de ce terrain en particulier, celui de la ville de Paris. Sur la féminisation du métier d'éboueur à la ville de Paris, donc historiquement c'est un métier ouvrier qui a longtemps été occupé quasi exclusivement par des hommes, avec une culture, une identité professionnelle fondée sur des logiques de dépenses physiques, fondée sur des valeurs viriles. Et le métier s'ouvre aux femmes à la ville de Paris en 2002. Elles représentent environ aujourd'hui 5% du personnel, donc elles constituent une très nette minorité dans un milieu qui reste très masculin. Il y a quelques ateliers qui sont mixtes, féminisés seulement. Et tout ça pour des questions en conséquence du manque d'infrastructures adaptées pour accueillir un personnel mixte, etc. Des travaux coûteux aussi et longs à réaliser. Et au niveau du recrutement, on retrouve des femmes qui sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à se porter candidates, et elles ont cependant un meilleur taux de réussite que les hommes au test de sélection. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la tendance, c'est que le taux de recrutement des femmes s'est stabilisé depuis l'ouverture en 2002, mais il tend, ce taux de recrutement, à diminuer. Comme si le métier, depuis quelques années, attirait moins les femmes qu'au moment de l'ouverture. Donc des femmes qui restent très minoritaires. Et sur cette question de la division sexuelle des tâches, il y a quelques éléments que j'ai pu retrouver sur le terrain. À commencer par exemple par le constat d'un accès plus difficile ou en tout cas plus tardif pour les femmes au pôle technique qualifié, prestigieux ou celui de l'encadrement. Alors elles restent très minoritaires comme en bas de l'échelle dans ces pôles qualifiés ou de l'encadrement, et c'est dans un contexte où de toute façon l'accès, y compris pour les hommes, à ces pôles reste très compliqué. Mais c'est lié aussi au fait que les femmes, par exemple, n'ont pas pu accéder au monde des engins, donc devenir conductrices d'engins, donc c'est le pôle qualifié, un meilleur salaire, plus de prestige, etc. Les conducteurs, les conductrices de petits engins que vous voyez dans la rue, elles ont pu accéder à cet univers-là seulement à partir de 2006, donc pendant 4 ans, elles n'y avaient pas droit, pour des questions d'adaptation de l'infrastructure, etc. De la même façon, le service d'élite entre guillemets de la propreté à Paris, ce qu'on appelle le service de la fonctionnelle, c'est celles et ceux qui sont chargés de nettoyer le périphérique, d'intervenir après des manifestations, etc., est ouvert aux femmes seulement depuis 2018 ou 2019, donc c'est extrêmement récent, et donc pendant une quinzaine d'années, les femmes n'ont pas pu de fait accéder à ce service qui a en tout cas longtemps été historiquement été perçu dans le milieu comme le groupe d'élite, le GIGN de la propreté, comme elles disent. Voilà, et sachant que pour certaines qui y accèdent aujourd'hui, j'ai pu rencontrer l'une d'elles il n'y a pas si longtemps, une ancienne enquêtée, qui me disait que justement elle a pu accéder à un poste de travail au sein de la fonctionnelle qui lui a permis de connaître des conditions de travail un peu moins pénibles, où voilà, il y a une atténuation de la pénibilité du travail, parce que c'est pas tout à fait le même travail que quand on est au balai ou derrière le camion. Et donc les femmes ont été privées de ça pendant une quinzaine d'années, contrairement aux hommes.
Par ailleurs, j'ajoute que les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à se diriger vers les postes d'encadrement. Et donc, on a, comme souvent dans ce type de configuration, le constat que pour les femmes, il y a cette idée qu'elles auraient plus de mal à se projeter durablement dans le métier d'éboueur, pour plusieurs raisons, à préserver sa santé, pour des questions d'aspiration socio-professionnelle, etc. Et donc, une perception du métier qui est davantage celle d'un tremplin ou d'une étape transitoire pour les femmes davantage que pour les hommes. C'est aussi lié à des effets de cycle de vie, une volonté de changement quand elles ont un enfant, bon, etc. Et d'ailleurs, la ville de Paris met en place des aménagements en termes d'horaires spécifiques pour les femmes afin de favoriser cette conciliation entre la vie professionnelle et familiale. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que même en cas de mobilité professionnelle, et on pourrait se dire, puisqu'elle grimpe verticalement, c'est une bonne chose, mais au sein du milieu, ça se traduit aussi par un éloignement par rapport aux activités associées à des compétences physiques qui sont valorisées dans ce milieu, puisque elles sont par extension dans les représentations associées à des compétences masculines. Et ces compétences sont celles qui sont le plus valorisées dans cet univers. Et finalement, elle s'éloigne, cet éloignement par rapport au contact direct, si vous voulez, avec les déchets, le sale, la souillure, eh bien, ça peut venir confirmer l'idée que les femmes ne sont pas faites pour être éboueurs. Ça vient confirmer l'idée dans les représentations que ça reste un métier d'homme. Et si on regarde ce qui se passe dans la réalisation concrète du travail, on peut retrouver, alors non pas une division officielle, même si je vais y revenir, mais en tout cas des arrangements quotidiens dans la répartition du travail, quand par exemple ils travaillent à plusieurs, en groupe, que ce soit au balai ou lors de la collecte des déchets. Il y a tout un système d'entraide entre collègues au quotidien, lors de la mise en route, du transport du matériel, lors de la collecte des déchets, lors du balayage, etc. Et souvent, il va y avoir des hommes, c'est pas systématique, mais ça arrive quand même, des hommes qui vont donner un coup de main, prêter main forte aux femmes, prendre en charge spontanément des tâches ou des gestes plus physiques, plus pénibles, parce que des femmes les sollicitent directement, sollicitent l'aide masculine, mais aussi parce que des hommes aident spontanément les femmes sans sollicitation particulière. Et on va retrouver souvent cette idée de protection, et c'est banalisé, c'est normalisé, c'est normal d'aider, entre guillemets, les femmes. Et on va aussi retrouver cette idée chez les hommes que finalement la féminisation, du coup, entraîne une surcharge de travail pour les hommes, ça aussi c'est des choses assez classiques, et ça va permettre finalement à certains hommes de justifier leur réticence à la féminisation, et ça peut générer également des tensions dans le groupe avec cette critique assez récurrente qui est, on va reprocher aux femmes un non-respect de la règle de l'égalité, finalement elles demandent de l'égalité, et bien dans les faits ça ne se passe pas comme ça, et donc ça va justifier toute une forme de résistance à cette féminisation, puisque les hommes en font plus que les femmes, etc. Et donc les conséquences, une des conséquences de ces petits arrangements quotidiens, qui sont souvent tacites, hein, très, très informels, pas très peu explicités oralement, eh bien c'est que les femmes vont être exposées au risque du stigmate, de la fainéante qui profite justement de ces arrangements pour atténuer sa charge de travail. Par ailleurs, au-delà de ça, vous avez une répartition sexuelle du travail qui résulte cette fois de règles plus officielles, et notamment vous avez toute une réglementation, en tout cas au moment de l'enquête, sur le port de charges lourdes. Et par exemple, les limites ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et donc, par exemple, pour ceux et celles qui sont chargés de récupérer les objets encombrants dans la rue, eh bien les femmes, en tout cas au moment de mon enquête, je ne sais pas si ça a évolué, les femmes n'avaient pas le droit de réaliser les missions de récupération des objets encombrants puisqu'elles ne sont pas autorisées à porter des charges de plus de 25 kg. Et donc tout ça, ça vient confirmer l'idée que les compétences physiques restent associées à des compétences masculines. Un éboueur chargé des encombrants m'avait dit un jour, les femmes finalement, c'est des demi-éboueurs. C'est la moitié d'un éboueur, 50%, avec toute cette idée que les compétences sont naturalisées, les compétences masculines et féminines. L'un d'eux, un ancien, me disait, nous les hommes, on a besoin de faire les bonhommes, c'est-à-dire soulever des trucs lourds. Donc l'activité de la benne, la collecte des déchets, va être opposée, c'est très frappant chez les anciens en particulier, à l'activité de balayage des rues, où l'un d'eux me disait, tu piétines comme une femme dans ta cuisine. Un autre me disait, le balai, c'est pour les femmes, etc. Donc il y a vraiment cette opposition balai et collecte des ordures, tâches physiques et tâches moins physiques, par ailleurs associées à l'intérieur, au monde domestique, etc. Et une des conséquences de cette réglementation, c'est que ça peut avoir des conséquences dans un atelier dans lequel j'ai enquêté. Il y avait des binômes qui étaient réalisés, la collecte des déchets, ils sont deux, et qui avaient été réalisés, c'était soit mixte, soit aussi
par 2 hommes, soit en binôme féminin, et les binômes féminins ont été interdits au nom de cette réglementation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a suscité un mouvement de contestation de la part de certaines femmes présentes dans l'atelier, avec toute une forme de revendication, une forme de féminisme pratique, quoi, si vous voulez, où elles ont contesté cette mesure, et finalement elles ont obtenu l'autorisation de faire des essais, ça a été chronométré, bon, etc. Et ça a fonctionné, et donc des binômes féminins ont été finalement maintenus, et donc il y a des femmes qui se sont battues pour faire reconnaître que les compétences physiques étaient aussi des compétences féminines, et pas exclusivement masculines. Ce qui me permet de rebondir sur un point, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais que pour se faire une place dans un milieu d'hommes, en raison de leur position dans les rapports de genre, eh bien, vous avez des femmes qui peuvent être contraintes d'en faire plus. Alors qu'on les soupçonne de ne pas être capables d'en faire autant, elles se retrouvent souvent contraintes d'en faire plus, même si c'est en fait souvent de l'auto-contrainte. Donc c'est pendant la collecte des déchets ou au balai, il va s'agir de dissimuler leur vulnérabilité, de prouver leur valeur professionnelle, de justifier, de légitimer leur présence en permanence, en étant plus minutieuse, plus consciencieuse, en se dépensant sans compter, tout ça pour faciliter leur intégration, pour aussi avoir de bonnes évaluations dans leur dossier, pour espérer monter ou changer plus facilement de poste. Et tout ça va paradoxalement entraîner des tensions avec des hommes, bon, je passe là-dessus, et surtout ça va aussi avoir un impact sur la santé de ces femmes qui peuvent finir par payer le prix physiquement, mentalement, de ce surinvestissement féminin sur lequel qu'on pourrait expliquer de différentes manières. Et à plus forte raison, dès lors que la hiérarchie, l'organisation du travail peut compter aussi sur ce surinvestissement féminin pour compenser les problèmes liés à l'absentéisme. Ça peut entraîner une surcharge de travail pour les agents, hommes ou femmes de manière générale, qui sont plus souvent présents et investis, dont des femmes. Est-ce que je m'arrête là? Bon. Comme vous savez, Leïla Boudroun n'a pas pu être avec nous. Elle a le Covid, mais elle a voulu quand même participer à la séance. Comme on manque un peu de temps avec nos problèmes techniques, je ne vais pas présenter l'ensemble de son intervention et j'espère qu'elle me pardonnera, mais je vais relever une caractéristique importante qu'elle décrit, donc, vous vous en rappelez, son article qui porte sur les centres de tri des déchets ménagers et qui fait écho à ses travaux de thèse sur le fait que l'encadrement a mis en place une organisation du travail ultra sexuée, en fait. Et là, on retrouve bien une division sexuée du travail très classique, avec des tâches considérées comme physiques. On revient aussi à ce que vient de nous dire Hugo, qui sont en début de ligne. C'est le pré-tri, où sont retirés les déchets les plus encombrants, qui sont donc fréquemment confiés à des hommes. Comme l'indique l'un des chefs d'équipe, les femmes ne vont pas au pré-tri. Les tapis sont trop larges, les objets trop lourds et trop encombrants pour elles. De l'autre, on a des tâches qui vont être considérées comme plus douces, entre guillemets, et qui nécessiteront plus de précision dans l'identification des petits déchets pour assurer la qualité finale des produits qui vont être envoyés aux recycleurs, parce qu'elle explique dans son papier à quel point il y a toute une procédure à respecter pour pouvoir, comme l'a rappelé Pauline, récupérer in fine une partie de ces déchets pour qu'ils soient recyclés. Donc, cette partie-là va être davantage confiée à des femmes. Donc là, on a un respect d'une division sexuée qui se situe aussi dans l'espace de travail, le début et la fin de la ligne. Et puis, du coup, elle explique qu'à cela s'ajoutent évidemment des rapports à la santé très différents et des inégalités de genre que l'on connaissait aussi par ailleurs, avec du côté des hommes, beaucoup plus d'exposition du fait de la manutention manuelle à des charges lourdes, à des postures contraignantes, avec des statistiques de sinistralité beaucoup plus marquées par la présence d'hommes, qui concerne quasiment exclusivement des hommes,
tandis que du côté des femmes, le fait d'avoir une sollicitation cognitive importante, la répétitivité gestuelle et les contraintes de rythme vont jouer malgré tout aussi sur leur santé, mais ces aspects sont nettement moins visibles, comme d'habitude, et du coup, on a une invisibilisation de cette question du point de vue des femmes. Enfin, sur les rapports sociaux, elle rappelle que dans ces centres de tri, on va trouver beaucoup d'emplois peu qualifiés, évidemment, donc la classe est sous-jacente, c'est souvent un moyen d'insertion, nous explique-t-elle, pour des chômeurs de longue durée, des personnes déscolarisées, en situation de précarité socio-économique forte, avec aussi des trajectoires professionnelles et familiales difficiles. Donc là, voilà, j'ai essayé de résumer le plus vite possible son propos. Je passe la parole maintenant à Christelle Avril pour son... Merci, bonjour et merci aux organisatrices de cette amphi-d'image de nous avoir donné donc la possibilité à Irénée Ramos-Vaca et moi-même de présenter quelques éléments de l'article. Donc Irénée et moi-même avons fait le choix dans notre article de partir d'un aspect moins connu des réflexions de Hughes autour du sale boulot. On s'est intéressé non pas à la division sexuelle des tâches, non pas à la division technique du travail, qui a beaucoup retenu l'attention des sociologues du travail français, mais plutôt à ce que Hughes appelle, évidemment après d'autres, la division morale du travail. Alors qu'est-ce que c'est la division morale du travail? Pour le comprendre, donc, il faut faire un petit détour par les propositions de Hughes. Donc Hughes souligne que tous les métiers ont des tâches sales. Le chirurgien est en contact avec les salissures corporelles, avec les viscères, et pour autant, ce type de tâche ne dévalorise pas sa position, car il peut les inscrire dans un rôle prestigieux. Pour Hughes, ce qui compte pour saisir les positions de pouvoir et leur reproduction, c'est moins la nature des tâches elles-mêmes que le processus de division des positions de prestige dans la société, dans les organisations de travail, voire dans les groupes professionnels eux-mêmes. Le prestige des uns repose sur la capacité à déléguer à d'autres un certain nombre de tâches peu prestigieuses, voire avilissantes, le sale boulot, mais pas forcément toutes. Tout est question de position relative du prestige dans une organisation. Pour saisir pleinement cette notion de division morale du travail qui est assez complexe, je propose de faire une petite digression et de m'éloigner de l'article. Et de prendre un exemple peut-être qui parle le mieux dans cette enceinte. Au sein de l'université, si des enseignants-chercheurs ont des étudiants qui sortent des classes préparatoires, qui sortent de Sciences Po, qui sont normaliens, normaliennes, qui peuvent se targuer d'enseigner dans des institutions dites prestigieuses, voire par réflexivité institutionnelle, se penser comme prestigieux, c'est parce que d'autres enseignants-chercheurs reçoivent dans leurs enceintes d'autres étudiants et assument l'université entre guillemets de masse, voire forment de très bons étudiants dans ces universités qui vont ensuite partir vers des institutions plus prestigieuses. Donc à l'université, il y a une division morale du travail. Pour autant, enseignants-chercheurs font les mêmes tâches. Donc ce n'est pas forcément une question de tâches, c'est une question de division morale du travail, ou on peut dire de distribution du prestige, de l'estime sociale, de la reconnaissance sociale. Donc ce qu'amène cette notion de division morale du travail, c'est une grille puissante de réflexion sur les positions de pouvoir, mais sous l'angle du prestige. À partir de là, comment la division morale du travail peut-elle être réinvestie dans une perspective féministe? Donc c'est la question que Irénée et moi-même avons approfondie en repartant de 4 métiers très féminisés, les aides-soignantes et les infirmières en pédiatrie hospitalière, et les aides à domicile et à présent les secrétaires à l'hôpital pour ce qui me concerne. On montre dans l'article que les métiers hyper féminisés occupent des positions spécifiques dans la division morale du travail. Plus précisément, on identifie 3 mécanismes de production et de reproduction de la subordination des femmes via la division des positions de prestige.
Pour commencer, à partir du moment où on arrête de se concentrer sur la nature des tâches, mais où on se penche sur la division morale du travail, on constate que le premier mécanisme de subordination des femmes réside dans le fait de leur faire faire ce qu'il reste à faire. Faire ce qu'il reste à faire est un mécanisme central pour saisir la division du prestige et la production des positions de pouvoir. Ce qu'il reste à faire, c'est ce que les autres catégories ne font pas. C'est par exemple l'aide à domicile qui, arrivant chez une personne âgée, ramasse la couche laissée par terre par l'infirmière, puis chez une autre personne âgée, va faire la toilette parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Ce n'est pas une question de tâches qualifiées, non qualifiées, c'est ce qu'il reste à faire. C'est la secrétaire qui, après une réunion, va ramasser les tasses de café sales laissées aussi bien à l'université qu'à l'hôpital. C'est dans les services de pédiatrie le fait que les aides-soignantes et les infirmières, une fois que tous les professionnels sont partis, l'éducatrice, l'institutrice, le chef de service, une fois que les parents sont partis, ces aides-soignantes et ces infirmières, il faut bien qu'elles s'occupent des enfants. Les enfants, ils déambulent, ils viennent les voir, ils veulent des câlins, ils veulent une activité, etc. Une fois que tout le monde est parti du service, il faut bien faire ce qu'il reste à faire. Donc, premier mécanisme, en fait, c'est ce mécanisme de délégation qui est aussi un mécanisme de relégation, en fait, dans une organisation. Deuxième mécanisme de subordination des femmes dans la sphère du travail. Ce deuxième mécanisme, il a été mis en évidence de longue date par les travaux féministes et il rejoint les analyses de Hughes. Pour toute activité de travail, la division des tâches va être réinterprétée comme une division des rôles sexués. Avec Irénée, on a proposé de qualifier ces rôles ménagers, maternels de bons rôles. Leur spécificité au regard de la division morale du travail est de pouvoir être codés positivement par les femmes parce qu'ils s'inscrivent dans un ordre social sexué, mais précisément parce qu'ils s'inscrivent dans un ordre social sexué, ils sont toujours subordonnés aux rôles considérés comme plus techniques, plus qualifiés, plus prestigieux des hommes. C'est l'exemple dans notre article de la ponction lombaire. Irénée raconte qu'elle a observé une ponction lombaire faite par un médecin. Donc une très longue aiguille à introduire en fait dans le dos, dans la colonne d'un enfant. Avant la ponction lombaire, le médecin ne parle jamais à l'enfant dans ce qu'elle a observé. Avant la ponction lombaire, les aides-soignantes et les infirmières préparent l'enfant. Pendant la ponction lombaire, elles caressent l'enfant, elles le rassurent, elles font en sorte qu'il ne bouge pas. Et puis, une fois le médecin parti, il part comme ça. Elle rassure l'enfant et elle recode la situation. Elle lui dit qu'elle a été courageuse, etc., ce qui va rendre possible une autre ponction lombaire éventuellement. Dans cette situation, aides-soignantes et infirmières sont codent plutôt positivement ce rôle. Elles sont fières, en fait, finalement, de faire ce que le médecin ne fait pas. Mais socialement, l'acte important, c'est l'acte médical. L'acte prestigieux, c'est la ponction lombaire. Troisième niveau dans cette division morale du travail qu'on espère donc avoir apporté et qui vient renforcer ces premiers niveaux, les femmes que nous avons enquêtées doivent endosser des rôles embarrassants, immoraux, que personne ne veut assumer dans une institution donnée. C'est ce que nous avons proposé là d'appeler les mauvais rôles. Par exemple, en pédiatrie, les aides-soignantes et les infirmières trouvent extrêmement pénible, ce sont des mauvais rôles, de devoir surveiller la sexualité des adolescents dans les services. Elles font en sorte qu'il n'y ait pas de relations sexuelles entre les adolescents. Personne n'en parle, personne ne veut en parler, même pas les psychologues du service. Mais elles se sentent responsables vis-à-vis des parents de cette question. Dans l'article, on montre aussi, donc à partir de mon enquête, le cas de ces secrétaires. Donc j'ai observé une secrétaire qui se retrouve à un moment à taper des comptes rendus dont elle sait très bien que le médecin les a inventés. Pourquoi ? Le chirurgien, après les opérations, ne s'enregistrait pas. Il ne s'enregistrait pas, elle ne recevait pas les comptes rendus opératoires, elle demande au chef de service de lui faire un rappel, il revient avec les comptes rendus opératoires 6 mois plus tard. Elle lui dit « Comment t'as fait ?» Il rigole. En fait, il les a inventés. Et elle doit, en serrant les dents, taper ses comptes rendus tout en sachant qu'ils ont été inventés. Elle est complice des mensonges de l'institution.
Donc les mauvais rôles, voilà, sont les rôles en fait que les institutions n'assument pas, mais que les femmes, elles, assument en silence dans ces institutions. Et ce sont ces mauvais rôles qui assurent aussi la pureté des catégories pour lesquelles elles travaillent. Les autres catégories n'ont pas à mentir officiellement, n'ont pas à assumer ces mensonges, n'ont pas à s'occuper de la sexualité des adolescents. Ces rôles-là purifient le rôle des autres et assurent le prestige des autres catégories pour lesquelles elles travaillent. Voilà, je m'arrêterai là pour ce point. Je vais te redonner la parole puisqu'on va inverser un peu le sens. Et donc la deuxième question, ça fait écho absolument à tout ce que tu nous as déjà dit. Qu'est-ce qu'au fond un métier de femme, un métier d'homme, pour reprendre cette expression de Michel Perrault, selon vous, par rapport à votre approche, à vos terrains, qu'est-ce qu'évoque pour vous l'expression, alors ta propre expression, se salir les mains pour les autres, hein, qui nous a vraiment marqué en relisant tous vos papiers et qui nous paraît un fil pour les 4 textes. Merci. Alors, du coup, moi, je ne vais peut-être pas insister tant que ça sur cette notion. D'une certaine manière, Irénée et moi-même avons déjà répondu à la question de savoir ce qu'est un métier de femme. En tous les cas, dans notre article, c'est faire ce qu'il reste à faire plutôt qu'un ensemble de tâches spécifiques. C'est faire des tâches qui peuvent s'inscrire dans un rôle ménager maternel subordonné au rôle dit masculin, mais c'est aussi devoir assumer en silence les mauvais rôles, faire des tâches qui assurent les positions de pouvoir et de prestige d'autres catégories qui, elles, restent propres. C'est se salir les mains pour les autres. Mais en réalité, donc pour reprendre cette question de qu'est-ce qu'un métier de femme, on n'a jamais fini de répondre à cette question et on l'a suggéré dans la conclusion de l'article. Plus concrètement, que ce soit Irénée dans sa thèse ou bien moi-même concernant les secrétaires, nous continuons à réfléchir à ce qui fait un métier de femme, pour reprendre donc l'expression de Michel Perrault. Nous n'allons pas revenir sur la conclusion de l'article, mais plutôt insister sur une dimension qui nous paraît centrale dans nos recherches en cours et qui nous est commune. On voudrait insister ici sur le fait que pour saisir ce qui fait un métier de femme, on doit nécessairement entrer dans une analyse des conditions d'emploi. On reprend ici un programme de recherche ouvert par la sociologie féministe française, dont certaines figures du MAGE, et qu'avec Delphine Serre et Marie Cartier, nous avons proposé de réouvrir dans le chapitre 4 d'Enquêter sur le travail. Un métier de femme, c'est une position structurelle de subordination dans laquelle les conditions d'emploi jouent un rôle central. Pour les aides à domicile, on pense notamment au temps partiel, certaines commençant à quelques heures de travail par semaine, quand bien même elles sont en CDI. Être maintenu en sous-emploi assoit la subordination dans toutes les pratiques de travail, voilà comme j'ai pu le montrer par ailleurs. Mais le secteur public n'est pas en reste. Le statut de l'emploi public que les secrétaires ou les aides-soignantes peuvent avoir à la fin de leur carrière ne doit pas masquer une socialisation spécifique à l'emploi qui conditionne là encore une subordination dans le travail. La plupart des secrétaires du public commencent leur carrière par un CDD d'1 ou 2 mois pour un remplacement, par exemple un congé maternité, puis elles poursuivent en CDD pendant 5 ans, avant d'espérer pour quelques-unes être CDIsées et enfin, arrivant à un certain âge, être titularisées pour les plus chanceuses. Si cette situation était auparavant moins courante pour les aides-soignantes et les infirmières à l'hôpital, en fait, elle tend dans les observations d'Irénée à se diffuser. Et les aides-soignantes qui ne sont pas, par exemple, CDIsées, partent se faire réembaucher en CDD dans d'autres institutions. Autrement dit, là encore, la socialisation professionnelle à l'entrée dans le poste via l'emploi n'est pas anodine du tout. Dès le début, elles se sentent surveillées, doivent faire leurs preuves, faire ce qu'il reste à faire ou encore se taire quand elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles attendent de meilleures conditions d'emploi. Donc les conditions d'emploi précaires socialisent à un certain rapport à la subordination professionnelle. Plus généralement, et c'est une dimension tout à fait centrale, les femmes enquêtées n'ont aucune perspective de carrière, d'évolution. Même les infirmières en pédiatrie hésitent à passer une certification en périculture car ça les bloque en pédiatrie.
Donc les carrières de ces femmes sont horizontales et on retrouve là encore les résultats des travaux féministes antérieurs. Cette absence de perspective professionnelle conduit ces femmes à investir d'autres sphères de la vie, comme la vie domestique, mais aussi sur nos terrains d'enquête, favorise une certaine amertume qu'on pourrait qualifier en fait d'amertume institutionnelle, voire d'amertume d'État. Merci. Je reprends la parole au nom de Leïla Boudra. Alors, par rapport à son terrain, ce qui me paraît important de retenir, c'est à quel point la division sexuée du travail, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, est vraiment intégrée dans la conception même des systèmes techniques. Elle apparaît donc aussi comme un reflet des représentations des concepteurs et ingénieurs sur ce travail industriel plutôt masculin. Elle reparle du chef d'équipe qui était déjà cité et qui justifie le fait de positionner les hommes au poste de pré-tri, au regard du poids et de la taille des déchets, comme on l'a dit, mais aussi, et ça c'est vraiment essentiel, au regard des postes de travail eux-mêmes, parce que les tapis sont trop larges pour permettre à des femmes plus petites d'occuper ces postes. Et donc elle insiste sur le fait que ici, il y a une vraie défaillance, et elle est ergonome, ne l'oublions pas, dans la conception même des postes, et ces défaillances ont conduit à une sélection des individus, notamment selon le genre, comme on l'a évoqué. Donc elle insiste sur le fait que le travail n'est décidément pas neutre, on le savait. Quant à se salir les mains pour les autres, je soulignerai le fait que, par définition, le tri des déchets a une dimension directe de sale boulot et de boulot plutôt sale, puisqu'il est question d'hygiène, d'odeur, de saleté, mais aussi de répugnance et donc parfois de ressenti. Elle parle du coup de la honte qu'expriment certains salariés, le fait, je cite, de venir trier les merdes des autres, c'est très difficile, et certaines le cachent à leur famille, elles sont honteuses de faire ces sales tâches. Et du coup, elle note une tension entre l'engagement nécessaire pour réaliser cette activité et les représentations sociales attachées à ces métiers du travail des déchets. Finalement, enfin c'est moi qui le dis, il y a, et tu l'as redit aussi, il y a une sortie possible pour ces travailleurs et travailleuses, peut-être plus d'ailleurs les femmes, c'est le fait de le penser par rapport au développement durable avec une finalité verte qui est rappelée dans le recyclage de ces déchets et qui fait que finalement ils trouvent une façon de de vivre ce travail et de l'accepter plus facilement avec cet objectif de revaloriser la filière et de permettre à l'inverse du consommateur de partir des déchets pour aller vers un produit. Voilà ce que je peux dire rapidement. La parole est à Hugo maintenant. Oui, alors moi je n'ai pas trop la prétention de pouvoir répondre à cette question, mais disons, de mon point de vue, qu'est-ce qui fait que ce serait un métier d'homme, le métier d'éboueur ou de balayeur. Si on regarde déjà la dimension objective, c'est-à-dire l'histoire du groupe, un groupe masculin, la majorité en termes d'effectifs, la majorité numérique malgré la féminisation, comment ça se passe au niveau du recrutement aussi, la mobilité au sein du groupe, qui reste durablement ou pas, de manière plus durable, plus temporaire dans certains types de postes. Ensuite, si on regarde davantage la dimension plus subjective, toutes les représentations associées au métier au sein du groupe, le métier ouvrier, un métier ouvrier, le travail manuel, la force physique, l'aspect mécanique, l'aspect technique, le travail en extérieur, etc. etc. Tout ça, ce sont aussi des choses qu'on retrouve chez les femmes. C'est intéressant de regarder quel type de femmes vont vers ces métiers d'hommes, parce que ce sont des choses aussi qu'on retrouve, c'est pas n'importe qui se dirige vers ce type de métier, et on retrouve des choses dans les dispositions, dans les goûts, dans les systèmes de conduite, de valeurs,
dans des préférences, enfin bon, etc. C'est aussi des tâches, ça a été dit, des tâches spécifiques et une position spécifique dans le monde du travail, une position subalterne, une position spécifique dans l'espace social également, une position dominée, et tout ça va supposer des qualités, des compétences, des manières d'être associées à la masculinité, un monde d'hommes, et ça permet finalement de s'approprier positivement cette position, cette condition, cette activité, de la valoriser, et très souvent par opposition à ce qui va relever du féminin de manière générale, y compris alors que dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. Je prends juste un exemple sur lequel je voulais terminer tout à l'heure, c'est sur la question du travail relationnel. La dimension relationnelle, par exemple, qu'on retrouve dans ce type de métier. Ce sont des ouvriers, mais ils sont en contact de la population au quotidien dans l'espace public. Et cette dimension relationnelle, dans les représentations, elle va être associée plutôt au féminin. Tout ce qui va relever de la communication, la parole, la diplomatie, la courtoisie, faire preuve de psychologie, de douceur, le goût du contact, etc. Dans les représentations au sein du groupe, c'est assez clairement associé au féminin, et pourtant quand on regarde les choses de près, on se rend compte qu'en fait ce sont des choses qu'on retrouve énormément chez les hommes également. Il y a toute une ambivalence autour de ce travail relationnel, de cette dimension relationnelle du travail, et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce relationnel, un peu en gros le relationnel est féminin, la force physique est masculine, etc. Est-ce que ce relationnel est si féminin que ça dans le groupe? Et on se rend compte que c'est pas forcément le cas, c'est loin d'être aussi évident. Ce travail relationnel, cette dimension relationnelle, elle peut être aussi très investie par des hommes. Ça se traduit par un fort ancrage local, des formes fortes d'inscription dans des réseaux de sociabilité locale, la valorisation masculine de compétences sociales, interactionnelles, intellectuelles, psychologiques, un sens du contact, un savoir-parler, etc. Il y a aussi tout un travail d'assistance chez certains éboueurs, chez certains agents, un travail d'assistance, une forme de travail social, des participations à des systèmes d'entraide avec la population locale, des personnes âgées, des Roms dans la rue, des personnes sans domicile fixe, etc. Et donc des choses qui s'apparentent à ce qu'on identifie à des pratiques liées au care, par exemple, qu'on va beaucoup retrouver, y compris chez les hommes, et y compris chez les hommes qui sont très fortement tournés vers le pôle de la virilité, de la culture populaire ou ouvrière traditionnelle, etc. Et voilà, il y aurait d'autres choses à ajouter, mais voilà, pour complexifier un peu les choses, et que parfois, ce qui est directement perceptible, voilà, ça dissimule des choses, des clivages liés au genre qui sont... quand on creuse, on trouve d'autres choses, quoi. Merci. On retourne vers l'histoire avec Caroline. Oui, en fait, je trouve que c'est une question qui en fait est assez difficile. C'est assez difficile parce que, bon là, c'est une recherche que j'ai faite sur les chiffonniers, les chiffonnières, mais la réponse que je ferais ne serait pas la même si je parlais par exemple de mes travaux sur les domestiques. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, et que, en tout cas là, pour cette recherche, c'est vraiment le genre qui vient genrer, le regard qui vient genrer le métier, et que pour un même métier, on n'en parle pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière des hommes et des femmes. Alors même que l'activité est la même, on a des statistiques assez précises, je ne l'ai pas dit, mais sur la proportion de femmes dans la chiffonnerie. Et en fait, donc sur la période que je prends, c'est-à-dire une 50aine d'années, la proportion elle est très stable. C'est un tiers de femmes, donc c'est une proportion c'est un métier qui est largement féminin, et on le sait parce que les chiffonniers, parce qu'on a peur d'eux, eh bien ils doivent se déclarer, ils doivent avoir des autorisations, ils doivent avoir une carte. Donc il y a vraiment un système de contrôle de cette profession, et donc on voit qu'il y a un tiers de femmes. Donc la proportion est stable. On ne parle jamais des femmes, et lorsqu'on en parle, en tout cas dans les... Enfin, je crois que j'ai vraiment, bien sûr, c'est pas exhaustif, mais j'ai été chercher les discours sur les chiffonnières, les chiffonniers un peu partout, y compris dans les archives médicales, y compris dans les archives de la justice. Eh bien, on ne parle pas, on a l'impression qu'on ne parle pas du même métier. On a l'impression que ce n'est pas les mêmes personnes qui le font. Par exemple, alors pour les femmes, on ne parle que de leur corps. On ne parle que de leur corps, et on ne parle que d'un corps pathogène. Alors que pour les hommes,
on parle de leur esprit, on parle de leur intelligence, on parle de ce qu'ils ressentent. Donc on a vraiment l'impression que là, il y a une espèce de différenciation qui est presque une différenciation d'espèces. Quand on parle des femmes, on parle d'un groupe qui finalement est proche de l'animalité, un groupe sexuel, un groupe marqué par les maladies, la contagion, le sexe, les hurlements. Quand on parle des chiffonniers, même lorsqu'on les décrit comme alcooliques, ils sont dans l'action de boire. On voit des gens qui sont dans une forme, des personnes qui sont dans une forme d'action, dans une forme d'expérience, et qui pensent leur expérience. Donc en réalité, pour un même métier, les descriptions, elles activent et réactivent les hiérarchies qui sont là. C'est un métier mixte, mais c'est un métier c'est une profession qui est vraiment dominée par les hommes, qui s'inscrit vraiment dans un ordre patriarcal. Et il me semble qu'il y a aussi une autre différence, c'est que les possibilités d'action qui sont ouvertes par ce métier, eh bien, c'est pas les mêmes, ou du moins, on les repère pas de la même manière. Par exemple, il y a toute une littérature dans la presse, ou une peur des chiffonniers qui est liée à leur possible révolte. Et si les chiffonniers se révoltaient? Et ça, quand on parle de ça, on ne parle vraiment que des hommes. C'est-à-dire que, et si les chiffonnières se révoltaient, ben, ça n'est pas possible, ça n'est pas envisagé. Et de fait, s'il y a des révoltes de chiffonniers, il y a un petit texte qui est vraiment très intéressant. C'est un document, je m'étais dit même que peut-être que je pourrais faire un petit travail en essayant de l'approfondir. Je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux. C'est un tout petit libelle qui est signé d'un chiffonnier qui s'appelle Fanfan l'Allumette et qui est une lettre de revendication qui dit donc que les chiffonniers devraient être beaucoup plus riches et beaucoup mieux traités. En gros, pour le dire dans les termes de notre époque, le métier devrait être plus valorisé. Et à qui est-ce qu'il l'adresse? Il l'adresse à une femme bourgeoise, donc pas de sa classe, donc il est inférieur dans le rapport de classe, mais en fait le ton de ce libelle est d'une condescendance extrême. Et par exemple, il présuppose que cette femme à laquelle il s'adresse, elle lui dit « Vous êtes riche, vous habitez une belle maison, voilà, vous ne savez pas ce qu'est la misère », mais il présuppose qu'elle ne sait pas lire. Il écrit un texte et il présuppose que la femme bourgeoise à laquelle il s'adresse ne sait pas lire. Donc on voit bien que même là, c'est un peu hésitant comme commentaire de document, parce que peut-être que c'est un faux. Peut-être que j'ai trouvé ça à la Bibliothèque nationale, j'ai pas trouvé d'éléments pour l'objectiver. Peut-être que c'est un faux. Mais en tout cas, c'est un faux qui fait sens. Et dans ce faux qui fait sens, eh bien, le rapport de classe est complètement inversé dans le rapport de genre. Donc, métier d'homme, métier de femme, oui, je pense que le mot même de genre permet de répondre à ça. Merci. Eh bien oui, la parole est à vous, si vous avez donc des questions, des remarques. Donc moi j'avais une question de curiosité pour Christelle sur cette notion d'amertume d'État. Voilà, comment ça se manifeste, à quoi ça renvoie? Est-ce que ça reste juste de l'ordre du rapport au travail ou est-ce que ça finit par avoir des implications du coup sur les pratiques, voilà. Et du coup, à partir de là, peut-être poser aux autres intervenantes la question de l'emploi qu'a soulevé Christelle à la fin. Est-ce que, alors on est en plus sur tout à fait d'autres emplois, puisque vous avez dit sur des petits entrepreneurs, Hugo est sur le secteur public, donc voilà, est-ce que vous arrivez à réinterroger les situations d'emploi avec ce regard du genre ou pas? Je réponds sur l'amertume du coup et puis je passe la parole. Merci pour cette question. Alors, je ne vais pas pouvoir développer complètement parce qu'en fait, c'est une notion absolument centrale quand on s'intéresse aux secrétaires, parce que cette question de l'amertume, elle est présente vraiment très, très fortement et elle est institutionnellement constituée. Alors, je l'ai dit par l'emploi.
Mais pas seulement, c'est aussi des secrétaires qui vont, je ne sais pas, à certains moments de leur carrière, travailler le week-end, répondre aux SMS des chefs de service le soir, etc. Et puis, chef de service, c'est comme à l'université, il part faire sa carrière ailleurs, mais elle reste. Et quand il y a un nouveau chef de service, eh ben, il n'a pas l'histoire en fait de l'investissement de la secrétaire, et donc en fait, elles peuvent à la fois soit recommencer de zéro, soit avoir le sentiment que ce nouveau chef de service, il aurait bien aimé plutôt que son ancienne secrétaire le suive, etc. Et donc il y a tout un ensemble d'éléments qui construisent en fait l'amertume qu'elles vivent et qui sont assurés par, par l'institution. Donc il faudrait vraiment que je développe longuement. En tous les cas, c'est une notion centrale pour saisir ce qui se passe aujourd'hui dans les services publics pour les personnels administratifs, puisqu'il y a des écarts, par exemple à l'hôpital, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a un écart grandissant entre ces personnels administratifs et certains pôles de médecins, pas tous, car les médecins eux-mêmes sont évidemment traversés par des inégalités, notamment de genre et de race. Et donc, en fait, il y a d'un côté des salariés qui ont des carrières horizontales et qui ont le sentiment aujourd'hui qu'on veut les voir disparaître. On veut voir disparaître les secrétaires. Et certains médecins, chefs de service, etc., qui eux sont de passage dans les services pour leur carrière, ont pas forcément des salaires qui eux stagnent comme ceux des secrétaires, etc. Donc il faudrait développer l'ensemble des éléments qui construisent en fait aujourd'hui une certaine amertume professionnelle, à la fois par l'institution à des niveaux locaux, mais aussi très clairement par des politiques publiques. Oui, merci pour la question. Sur l'emploi, alors il y a peut-être plusieurs manières d'appréhender le problème, et disons, parce que là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt les bénéfices de l'emploi qui sont liés. Bon, ça c'est une évidence, hein, des bénéfices en termes de stabilité, de stabilisation sociale, professionnelle, et donc pour les femmes, en l'occurrence, y compris pour les hommes, mais pour les femmes, ça revient souvent à rompre avec des phases assez longues d'instabilité sur le marché du travail. Et par ailleurs, il peut y avoir une tension entre ces bénéfices apportés par l'emploi et la nature même de l'activité. Alors il y a beaucoup de femmes, beaucoup, j'en ai pas rencontré 10 000 non plus, mais pas mal de femmes, une majorité parmi celles que j'ai rencontrées, qui s'approprient positivement leur travail, mais ça va pas forcément de soi pour toutes. Et pour certaines d'entre elles, il y a un vrai contraste entre la condition sur le plan social que leur apporte ce bénéfice lié à l'emploi et la nature même de leur activité, c'est-à-dire qu'elles vont associer leur activité à de la honte, tout simplement. J'en ai rencontré une, pendant 10 ans, elle a travaillé en tant qu'éboueur avec une forme de mal-être, de souffrance au travail. Elle était rongée par la honte de travailler dans l'espace public sous le regard des gens. Il y avait des rappels à l'ordre au sein de sa famille, avec ses proches, des rappels à l'ordre aussi, ça c'est assez courant pour certaines femmes, des gens dans la rue qui interpellent les femmes en leur disant « mais pourquoi vous faites ce métier-là ? Ah bon, vous faites ce métier-là ? Ah bon, il y a des femmes ?» Mais c'est aussi c'est encore plus brutal que ça. Parfois, c'est aussi « vous ne devriez pas faire ça, ça n'est pas normal que vous fassiez ça, etc. » Bon, et donc du coup, il peut y avoir c'est un contraste entre ce que procure l'emploi et le rapport même à l'activité concrète. Et par ailleurs, toujours sur cette question d'emploi, l'emploi public a plein de bénéfices juridiques, sociaux, socio-économiques, etc., en termes de prestige, symbolique aussi, mais ça peut être un peu piégeux, voire beaucoup, et notamment le piège auquel sont confrontés, le risque auquel sont confrontés beaucoup d'agents, hommes ou femmes, c'est le piège de la stagnation. On rentre en bas de l'échelle de l'emploi public dans l'espoir de monter, d'évoluer progressivement, sauf que ça peut mettre beaucoup de temps, et c'est le cas des hommes, et c'est aussi le cas de certaines femmes, et qui, comme je le disais tout à l'heure, vont avoir plus tendance à se projeter dans un poste de manière
transitoire. Et du coup, elles sont confrontées à ce piège de la stagnation. Et l'enquêtée dont je parlais, qui avait honte de son travail, elle a mis 10 ans à pouvoir finalement évoluer, et elle est devenue chauffeur de benne, conductrice de camion. Au moment où je la rencontre, elle apprend la nouvelle, elle en a les larmes aux yeux, et elle accède à la propriété par ailleurs avec son compagnon, etc. Donc voilà, on voit comment ça illustre un peu cette tension entre rapport à l'emploi, bénéfice de l'emploi, et rapport au travail. Ce que tu évoquais sur la honte, tu l'as pas retrouvé chez les hommes aussi? Si, bien sûr. Bon, alors là, il faudrait rentrer dans le détail, le rapport à l'activité, à la condition professionnelle. Le rapport au travail est façonné par tout un ensemble de facteurs, notamment des propriétés sociales, des effets de trajectoire, beaucoup. Et moi, ce qui m'avait quand même un peu surpris, mais bon, c'est là qu'on voit les a priori qu'on porte quand on arrive sur le terrain, c'est très vite, mon élan un peu misérabiliste a été un peu brisé, parce que globalement, ils sont loin eux-mêmes d'avoir un regard misérabiliste sur leurs propres conditions. Néanmoins, il y en a quand même certains qui sont travaillés par la honte, et très nettement travaillés par la honte. Enfin, je veux dire, on peut vraiment parler de souffrance, hein, pour certains, de vrai mal-être, ou de profond mal-être. Et là, on va retrouver des profils. Alors, il y a tout un ensemble de profils. C'est un public très hétérogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, il y a le cas des déclassés. Voilà, qui peuvent connaître de vraies souffrances par rapport à ça, avec toute une ambivalence, parce qu'il y a l'effet du temps qui joue. On finit par y prendre goût, comme disent certains, malgré tout. Prendre goût au métier, il y a cette condition. Des déclassés, des jeunes souvent disqualifiés, marginalisés par le système scolaire, par le marché du travail, etc. Et qui se retrouvent là un petit peu par défaut, faute de mieux. Et voilà, pour qui occuper ce métier vient comme confirmer leurs conditions dominées par ailleurs au niveau social beaucoup plus large. D'autres jeunes qui sont plus ou moins diplômés, ça peut être des bacheliers, des bacs pro, etc., qui dans un premier temps peuvent s'approprier positivement le métier, mais qui très rapidement, parce qu'ils stagnent, justement, ils n'arrivent pas à en sortir alors que c'était le projet initial, vont finalement être rattrapés par leurs dispositions, par leur socialisation, par leur milieu d'origine, etc., par leurs aspirations initiales. Et la honte peut les travailler en toile de fond, et ça peut créer aussi des formes de mal-être sur le moyen ou le plus long terme. Voilà, il y a différents types de profils au sein du groupe qui sont susceptibles d'être travaillés par ce sentiment de honte. Oui. Alors ça va être un peu difficile pour moi de vraiment de répondre sur l'emploi, mais je peux répondre sur deux choses. D'abord plutôt sur les carrières d'ailleurs. Mais je peux aussi dire que le terme chiffonnier, effectivement, ça désigne toujours un métier. Donc ce métier de ramasser les ordures, de les trier, de les vendre. C'est un métier qu'on fait la nuit. Les chiffonniers travaillent une fois que les ordures sont sur le trottoir, donc ça commence au coin des rues. Puis le jour, ils trient, et puis après, ils vont revendre à divers marchands, les peaux de lapin chez l'un, les chiffons chez l'autre pour la pâte à papier, etc. Alors que le mot chiffonnière, il désigne deux choses, les femmes qui font ce métier, mais aussi la femme du chiffonnier. La femme du chiffonnier qui peut être une ménagère d'un ménage dégoûtant, mais une ménagère. Et voilà, donc il y a cette ambiguïté-là, c'est que la chiffonnière, quand on dit chiffonnière, on ne sait pas de qui on parle. Et par exemple, Frédéric Leplay, dans son étude sur les budgets des familles, fait une monographie très très précise d'une famille de chiffonniers qu'il décrit comme une famille modèle. Et lorsqu'il parle de la chiffonnière, elle ne travaille pas. Elle aide vaguement son mari, mais en tout cas, elle n'est pas sur les bornes avec sa hotte et son piquet. Et puis sur les carrières, là, pour le coup, il me semble qu'il y a vraiment des carrières possiblement très différentes entre les hommes et les femmes. Alors, c'est plutôt effectivement
il y a quelques textes qui sont là aussi des espèces de monographies, des enquêtes savantes. Par exemple, à l'Académie des sciences morales et politiques, il y a une grande enquête sur les métiers subalternes et notamment sur les chiffonniers. Et puis, il y a un sénateur qui s'appelle Joseph Autenin d'Aussonville, qui a accompagné les chiffonniers dans leur tournée, qui a fait une espèce de rapport pour le Sénat. Et donc, ce qui en ressort, c'est que chez les hommes, alors bien sûr, pas tous, mais il y a une trajectoire possible qui est de partir de forçat et d'accéder finalement, de s'intégrer socialement par cette profession de chiffonnier. Donc c'est une profession très dévalorisée, mais c'est malgré tout quelque chose de l'ordre d'une carrière de l'intégration, d'une forme d'ascension sociale, c'est-à-dire que ça permet, tout en restant très marginal, mais ça permet en tout cas de rompre avec le crime. Alors que chez les femmes, les chiffonnières, les carrières sont des carrières d'effondrement. Quand on parle de chiffonnières, d'ailleurs, je vous disais le lien avec la prostitution, eh bien, les chiffonnières peuvent être d'anciennes prostituées célèbres qui, quand elles vieillissent, tombent, dévalent la hiérarchie de la prostitution et finissent comme chiffonnières. Donc il y a un personnage comme ça dans Zola, sur la chiffonnière qui avant était une reine de la nuit, une demi-mondaine reine de la nuit, et on la découvre 20 ans après, alcoolique, voilà, et devenue chiffonnière. Donc je pense que l'emploi, c'est difficile pour moi de répondre, mais en revanche, métier et carrière, je pense que là, on peut vraiment ressaisir aussi le genre par ces trajectoires-là. Oui. Oui, Elena Hirata, je t'aime, CNRS, Crespa. Alors, j'ai trouvé absolument passionnant l'ensemble des récits de ces professions essentielles. On sait que c'est des professions essentielles et donc si on les a pas ou si les personnes arrêtent de faire ce travail, bon, la société s'effondre, on ne peut pas continuer à vivre, ou bon, les personnes ne pourront plus vivre dans les cas des aides à domicile, par exemple. Et ce que je voulais savoir, c'est à partir de vos expériences de recherche sur ces professions, comment vous voyez la question de la révalorisation de ce travail? Est-ce que c'est complètement utopique de penser que ces travaux peuvent être valorisés ou mieux valorisés parce qu'ils ne sont pas nulle part dans aucun pays, etc. Donc on peut se considérer que c'est utopique, c'est pas la peine de discuter de la révalorisation, mais vous avez des expériences aussi bien d'histoire que de la sociologie, bon, des différentes professions. Il y a eu même certaines tentatives de révalorisation qui sont très contestées parce qu'ils sont limités ou parce qu'ils ne couvrent pas tous les métiers, etc. Mais à partir de vos expériences de recherche, comment vous voyez les possibilités de révalorisation de ces métiers que nous souhaitons tous? Merci. J'ai envie de rajouter une autre question que j'avais en tête et qui rejoint un peu ce que tu proposes, Elena. C'est que je réalise, alors, bon, pour Caroline, on comprend, qu'il n'est pas question d'action collective. Il n'est pas, et c'est le mot amertume qui m'a fait penser à cela. Amertume, tu l'as attaché à ses secrétaires. Et moi, je me suis dit, un métier d'homme, on aurait dit colère, on aurait dit peut-être action collective. Est-ce que, et je sais que dans la ville de Paris, du côté des nettoyeurs, il y a un certain nombre comment dire, il y a une présence syndicale certaine, pour le dire comme ça. Qu'en est-il de ce rôle du syndicalisme et de l'action dans ces métiers pour les défendre et éventuellement les revaloriser? On refait un tour? Caroline, tu veux commencer? Tu veux comment? Tu peux commencer? Je peux commencer parce que je serai assez brève. Sur la revalorisation, là, pour le coup, c'est compliqué. Pour moi, à partir des chiffonniers,
ce qui est assez notable, c'est qu'à partir du moment où le système de la chiffonnerie s'effondre, et il s'effondre quand on n'a plus besoin de chiffon pour faire du papier, parce que c'est vraiment ça qui tenait la chiffonnerie, et aussi quand Poubelle invente les poubelles, et ça c'est vraiment pour des questions d'ordre public. Hein, donc, eh bien, cette profession disparaît sans disparaître. C'est-à-dire que massivement mais en fait, elle se reconfigure, et jusqu'à aujourd'hui, en réalité, puisqu'il y a encore des personnes qui font les poubelles et qui revendent des choses. Donc, voilà. Donc, mais moi, j'ai pas travaillé sur cette reconfiguration de la chiffonnerie. Il me semble néanmoins que cette possibilité d'alliance des contrastes, c'est-à-dire trouver l'or dans les poubelles, donc cette valorisation symbolique, elle reste encore aujourd'hui. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un chiffonnier chinois qui me disait que, à ses propres yeux, c'était un métier d'artiste. Il y a une part de créativité dans ce métier. Et puis, si sur l'action collective, j'en ai un petit peu parlé, effectivement, là, c'est très clairement, il y a des révoltes de chiffonniers, il y a des révoltes dans les cités de chiffonniers, et oui, c'est toujours, ce sont des mouvements d'hommes, décrits comme tels. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais les chiffonnières dans les mouvements de chiffonniers. Et il y a une sorte de syndicat de coordination de la chiffonnerie autour de 1860, dont le fameux Fanfan l'Allumette, d'ailleurs. Et oui, donc ce sont effectivement la parole contestataire, c'est une parole masculine. Merci pour ces questions. Alors, peut-être sur la question du syndicalisme et de l'action collective. Alors, contrairement aux apparences, en tout cas pour la ville de Paris, il y a quand même un contraste assez important entre les moyens de pression dont elle dispose, et la réalité de la force au niveau collectif et de ce qu'ils en font, de ce qu'elles en font. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un contexte, dans une configuration à la ville de Paris où le syndicalisme est en déclin, en gros depuis le début des années 80, quand Jacques Chirac, en 1977, est arrivé à la ville de Paris. Très rapidement, après son arrivée au poste, il a lancé une vague de privatisation, ce qui a eu, donc il y a 50% de la collecte des déchets qui est privatisée, qui est externalisée à la ville de Paris. Du coup, il y a 50% des éboueurs que vous voyez dans la rue, pas des balayeurs, eux, sur tout le territoire parisien, ce sont fonctionnaires de la ville de Paris, mais ceux qui collectent les déchets, 50% d'entre eux, ce sont des entreprises privées, en plus différentes entreprises, et la moitié restante, là, ce sont des fonctionnaires de la ville de Paris. Donc ça a entraîné un éclatement objectif du collectif, avec des tensions par ailleurs au sein du groupe, parce que certains ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils sont éboueurs et balayeurs, touchent la même chose que ceux qui ne sont que balayeurs. C'est pas les mêmes sujétions, c'est pas les mêmes pénibilités, etc. Donc ça crée des jalousies, des tensions au sein du groupe, des petites différences. Ça a entraîné une baisse objective de la fréquence des grèves aussi, depuis cette privatisation, pardon. Et vous avez également tout un ensemble de facteurs qui vient freiner cette action collective. Vous avez une multiplication et un éclatement des différents syndicats. On s'y perd un peu, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le discours des agents que j'ai rencontrés. Il y a un éclatement des revendications. Il y a, alors ça c'est important quand même, la modestie des revenus, le gel des salaires depuis plusieurs années, une baisse objective, un rapprochement objectif du niveau de salaire par rapport au SMIC depuis les années 80. Tout ça, ça constitue un gros frein par rapport aux grèves. Ça coûte cher de faire grève, tout simplement. Donc ils ne le font pas. Il y a des problèmes, des petites tensions et des clivages au sein du groupe, un éclatement objectif et subjectif au sein du groupe pour des raisons, des conflits intergénérationnels liés à la féminisation, des questions de propriété sociale, des différences en termes de propriété sociale, de trajectoire, de conditions de vie, d'aspiration, etc. Il y a une forte hétérogénéité au sein du groupe et ça contribue à empêcher un petit peu cette force collective, une tendance au repli vers la sphère privée, familiale, une très très mauvaise perception
perception des syndicats, comme de l'univers politique également. Tout ça est associé à la corruption, des gens qui servent à rien, bon, etc. Et en fait, il y a un syndicalisme pour ceux qui se syndicalisent, il y a un syndicalisme un peu pratique, c'est-à-dire c'est comme une assurance, on se protège au cas où, et pas plus, quoi. Et sur la revalorisation, oui, mais je ne sais pas trop, pas trop quoi en dire. Je suis pour, quoi. Enfin, voilà. Mais en tant que ça soit aussi bien en termes de statut d'emploi, bon, là, pour quand ils sont fonctionnaires, ça va être difficile de faire mieux. Mais par contre, non, alors déjà, non, avant même de chercher à les valoriser, c'est d'empêcher leur fragilisation. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer, par exemple, à la ville de Paris. Alors moi, j'ai pile arrêté mon terrain, malheureusement, à ce moment-là. Mais par exemple, la ville de Paris prolonge la période de titularisation pour devenir fonctionnaire en embauchant avant la période de stage d'1 an. Maintenant, ils embauchent des CDD. Voilà, il y a toute une embauche de CDD, etc., ce qui est nouveau, hein, ça ne se faisait pas avant. Bon, il y a voilà, plein d'indicateurs de cette fragilisation, quand bien même ça reste un monde protecteur par rapport au secteur privé. Il y a plein d'indices de cette fragilisation. Il faudrait peut-être d'abord agir là-dessus. Avant de parler de valorisation, la question des salaires, alors quand bien même les ouvriers, enfin les éboueurs de la ville de Paris en tout cas ne sont pas les plus à plaindre pour des ouvriers non qualifiés, ils ont quand même des salaires qui restent modestes, en 30 ans de carrière ils vont gagner 500 €, donc il y a quand même peut-être éventuellement des efforts à faire là-dessus, et agir aussi éventuellement sur les conditions de travail, l'organisation du travail. À la ville de Paris, c'est un certain nombre de problèmes liés à ça, sur l'absentéisme, sur la modernisation des équipements, la modernisation du travail. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'agir pour valoriser cette activité. Merci. Alors, sur la question de la revalorisation, merci de poser cette question. Moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'après 20 ans de travail sur les aides à domicile, on en est toujours au même point, voire pire. Donc, c'est évidemment une vraie question. Et par exemple, si je prends le cas des secrétaires, moi, là où j'en suis, je pense qu'on ne peut pas en fait avoir de revalorisation sans une critique profonde de la manière dont le pouvoir fonctionne dans notre société. Et si je reprends le cas de la ponction lombaire, là, il faut interroger de manière critique ce qu'est le pouvoir médical. Et on pourrait, en fait, de manière un peu subversive, dire que puisque sans l'intervention des aides-soignantes et des infirmières, il n'y aurait pas de ponction lombaire, alors peut-être qu'elles font un travail médical aussi, puisqu'elles participent à l'acte. Et donc, à vrai dire, je pense qu'il faut une critique très profonde des positions de pouvoir qu'on occupe et de la hiérarchie, des hiérarchies professionnelles, et notamment, par exemple, du pouvoir médical. Il y a des médecins critiques qui mettent en cause le pouvoir médical et, par exemple, dans des centres de santé, décident que tout le monde a le même salaire, la secrétaire médicale comme les médecins, et tout le monde fait les tâches domestiques une fois par semaine. Et il y a un documentaire donc, des dessous de la santé comme ça, sur un centre de santé, et il y a un truc extraordinaire, c'est que les jeunes médecins expliquent que le truc, la critique la plus forte qu'ils ont eue dans leur milieu familial, c'est pas le fait qu'ils gagnent la même chose que la secrétaire, etc. Ça, pas du tout. Ce qui vraiment met en colère leur entourage, c'est qu'ils fassent le ménage à tour de rôle. Et ça doit en fait interroger. C'est-à-dire que, voilà, c'est la question, et là on est bien dans la question des tâches, etc., que peut-être en fait on devrait avoir une réflexion profondément critique sur les positions de pouvoir. Alors sur la question de la mobilisation, et je veux dire sur les nôtres aussi, enfin je veux dire, c'est pas que les médecins et tout ça. Sur la question du syndicalisme, de l'action collective, etc., alors du côté des aides-soignantes et des infirmières, on est quand même dans des catégories où il existe des syndicats dans les hôpitaux, et je ne peux pas parler à la place d'Irénée, mais il y a des mobilisations possibles. S'agissant des aides à domicile et des secrétaires, elles ont évidemment plein de points communs, à commencer par l'isolement.
d'une certaine manière, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, les secrétaires, par exemple, dans un hôpital, elles ne se voient pas en fait entre elles, puisqu'elles sont séparées dans les services. Donc il y a déjà en fait un premier point commun qui est un certain isolement. Et après, il faudrait que je développe toutes les choses qui font que la mobilisation est difficile. D'abord, je vais le dire dans l'autre sens, un chef de service ne va pas embaucher une secrétaire syndiquée. Parce que, en fait, une secrétaire, elle accède à des secrets au sens fort du terme. Donc, elle assiste à des discussions, etc., qui font que, déjà, un chef de service, s'il apprend qu'une secrétaire est syndiquée, il n'en voudra pas dans son service. Donc, elles sont très peu syndiquées, mais parce que, en fait, de manière structurelle, elles, à la fois, subissent un pouvoir, mais y participent aussi. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'adopter une position de mobilisation du fait de l'emploi qu'on a créé, finalement. Voilà. Après, il faudrait que je développe, en fait, tous les éléments qui font que... je peux donner un autre exemple que j'avais développé dans au congrès féministe. Oui, tout à fait. C'est la question. Les secrétaires, elles sont constamment exposées aux demandes de tout le monde, et donc au fait que, par exemple, que c'est pareil à la fac. Elles vont avoir les plaintes des enseignants, mais après, elles vont avoir les plaintes des étudiants. Et donc, au bout d'un moment, elles développent une sorte d'éthos, une sorte de disposition relativiste en permanence. Ah oui, c'est vrai, il abuse celui-là. Puis après, elles voient les étudiants. Non, mais c'est vrai, ils ont raison. Et en fait, aussi, il y a tout un éthos, en fait, qui est lié à leur position, extrêmement relativiste, et qui les rend, voilà... elles ont du mal à défendre leurs propres intérêts, car elles sont constamment exposées aux intérêts des autres et prises dans des conflits, en fait, d'intérêts. Voilà. Mais parmi les choses qui expliquent aussi cette faible mobilisation. Très bien. On finit dernière. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou je peux me permettre d'en poser une? Ah bah. Oui, bonjour. Je suis Jérémy Martin, je suis en deuxième année de master de sociologie à l'EHESS. Alors j'avais deux questions. Une qui revient, qui va peut-être faire écho avec celle juste d'avant. C'était plutôt pour Christelle Avril, c'était sur cette idée que le prestige des uns repose sur la capacité à reléguer à d'autres les tâches les moins prestigieuses. Et dans un autre séminaire, vous aviez aussi évoqué le fait que la professionnalisation, la montée en prestige d'un métier, se fait toujours par relégation du sale boulot, donc sur le dos d'un autre groupe professionnel. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un point de vue fataliste? Est-ce qu'il existe en fait des travaux qui s'intéressent à qui montrent des montées en prestige de professions sans relégation de sale boulot? Et aussi, même s'il n'en existe pas, quelles sont les perspectives politiques? Bon, je pense que vous y avez partiellement répondu avec avec l'évocation d'une réflexion critique sur les positions de pouvoir, mais voilà, j'avais une question là-dessus. Et j'avais une autre question plutôt pour Hugo Bray ou peut-être aussi Caroline Ibos. C'était sur le rapport à l'identité de genre, à celle aussi des autres. Donc, est-ce que, par exemple, le fait que des éboueuses prennent en charge des tâches dites tâches d'hommes, est-ce que ça conduit, par exemple, des éboueurs à renvoyer ces éboueuses au fait qu'elles ne seraient pas des hommes comme eux, qu'elles seraient des bonhommes comme eux ou pas des vraies femmes, et au contraire, des éboueuses à affirmer qu'elles sont des bonhommes comme les autres, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré sur mon terrain de recherche, et je voulais savoir si vous l'aviez rencontré et quel fil on peut tirer à partir de là. Et voilà, peut-être que c'est une question qu'on peut retrouver aussi chez les chiffonnières. Voilà. Merci. J'ajoute juste un petit élément, comme ça vous répondrez comme vous voulez. Plutôt à destination de Christelle Avril et Hugo Bray. C'est le rapport aux usagers, usagères, en fait, concrètement, ce que ça produit dans le rapport au travail. C'est-à-dire que Hugo, tu présentais l'idée que être exposé, ça peut produire une suggestion supplémentaire pour aller vite. Mais je me demandais dans quelle mesure le rapport aux usagers, usagères pouvait être valorisé, ou produire quelque chose de valorisant. Et un peu de manière symétrique, est-ce que, je pense notamment aux soignantes en pédiatrie, est-ce que ce type de catégorie d'usagers, usagères aussi produit
un certain type de rapport au travail qui fait que faire ce qu'il reste à faire ou prendre les mauvais rôles est compensé en gros par une valorisation dans la relation de service. Je ne sais pas qui veut commencer. Caro. Alors, la question c'était sur les... il n'y en a qu'une en fait, hein, qui m'est vraiment destinée. Sur les usagers, usagères, néanmoins, je dirais que pour les chiffonnières, chiffonniers, c'est plutôt des riverains, des riveraines, et que le travail est assez solitaire, puisque ça se passe la nuit. Donc, les principales interactions... Plus près, je vais manger le micro. Les principales interactions humaines, hein, c'est entre chiffonniers et chiffonnières, et éventuellement avec la police. Voilà. Alors, sur est-ce que faire un métier qualifié métier d'homme ou vu comme un métier d'homme change la perception? En fait, j'ai vraiment aucun élément pour répondre là-dessus. Si j'essaie de réfléchir à mes sources, je pense vraiment que c'est très clivé, que les repas, il y a une relégation du groupe social en général. Les interactions entre chiffonniers et chiffonnières, elles sont peu décrites. Quand elles sont décrites, c'est dans des sortes de récits lyriques tardifs par rapport au système de la chiffonnerie. Tardifs, des sortes d'ethnographie des cités de chiffonniers. Et en général, dans ces textes-là, les chiffonnières ne sont pas reconnues. Le fait qu'elles fassent un métier que l'on attribue effectivement majoritairement aux hommes contribue plutôt à les dévaluer qu'à les réévaluer. Donc elles sont pas, on ne leur reconnaît pas des qualités masculines, elles ne sont pas auréolées d'une forme de masculinité. J'essaie de penser ça par rapport à d'autres professions, d'autres exemples. Je vois que ça peut être le cas, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas comme ça. Alors, s'agissant donc de la question du prestige, alors sur les professions, c'est effectivement un peu dans la mesure où il y a des hiérarchies professionnelles dans les organisations. Ces hiérarchies, voilà, elles ont des effets et elles reposent sur une inégalité de richesse, de prestige, de pouvoir, etc. Et par exemple, chez Freidson, dans la profession médicale, en parlant des paramédicaux, il dit le problème des paramédicaux, c'est qu'ils sont condamnés à n'être que des quasi-professions, puisqu'ils sont au service, ce sont les assistants, les auxiliaires, les aides des médicaux. Et donc, c'est inscrit dans cette subordination, elle est inscrite finalement dans nos organisations de travail. Sur le prestige, en fait, il faudrait développer, parce que par exemple, Goffman, dans l'arrangement des sexes, explique bien que les femmes sont un groupe qui peuvent bénéficier d'un certain prestige. C'est ça les bons rôles. Mais en fait, voilà, quels sont les bénéfices de ce prestige finalement, pas particulièrement dans la sphère professionnelle, mais pas seulement. Donc là, il faudrait faire varier en fait cette question. C'est pas forcément une échelle verticale, c'est plus compliqué en fait. Et sur la question des usagers, usagères, alors d'abord, bien sûr que tout ce dont j'ai parlé, il peut y avoir des rapports gratifiants au public, aussi bien du côté des aides-soignantes, des infirmières que des aides à domicile ou des secrétaires, mais pas que. Hein, on oublie, par exemple, Irénée raconte très bien que les aides-soignantes, elles n'apprécient pas de devoir contenir physiquement des enfants violents. Et donc, voilà, ça, c'est pas des tâches qu'elles trouvent gratifiantes. Donc, les contacts aux usagers, usagères, ils sont compliqués, enfin au public. Et par ailleurs, il ne faut pas
prendre pour donné ce contact, notamment dans les métiers de service, parce qu'une des choses, et c'est une des raisons de l'amertume des secrétaires, c'est qu'on n'arrête pas de leur dire que la qualité du service, c'est la relation au patient, etc. Mais comme les aides à domicile, comme actuellement les aides-soignantes en EHPAD, et en réalité, au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a le temps de parler aux patients. Et donc, en fait, les secrétaires à l'hôpital, elles disent qu'en 20 ans, en fait, non seulement elles voient plus tellement les patients, mais même des fois, certaines, elles les supportent plus. Pas parce qu'elles n'ont pas envie de parler aux patients, elles ont une nostalgie de ce que c'était, mais en réalité, elles sont tellement contraintes, sous pression, elles ont tellement de choses à faire qu'elles voient un patient arriver et en fait, c'est une angoisse, quoi. Elles se disent, mais comment je vais finir ma journée ? Et donc, du coup, le rapport aujourd'hui au public, il est extrêmement compliqué. Et il ne va pas du tout de soi. Et voilà, il y a des politiques organisationnelles qui font que ce rapport au public, il est difficile, quoi, parfois. Donc, il peut être gratifiant, bien sûr. Oui, alors sur la première question, très rapidement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que si j'ai bien compris la question, sur le regard des hommes sur ces femmes, lorsqu'elles parviennent finalement à se faire une place et à jouer le jeu qu'on leur demande de jouer, il y a une forme d'injonction contradictoire, mais ça c'est connu, hein, malheureusement. Elles sont soumises à une injonction contradictoire, c'est-à-dire que pour se faire une place, pour s'intégrer, il faut viriliser leur conduite, elles doivent viriliser leur conduite, leur manière de travailler, leur manière d'être, mais si elles ne le font pas, elles seront trop féminines, trop femmes, pas assez hommes, pas assez intégrées, pas assez ajustées à ce milieu d'hommes. Mais si elles s'écartent trop des canons de la féminité ou de ce qui est perçu comme tel, là, le risque inverse, c'est celui d'être considéré comme un garçon manqué, le risque de l'homosexualité féminine, de la lesbienne, la femme un peu bonhomme, bon, etc. Et donc, elles doivent un peu elles tombent dans elles sont exposées à ce risque, ce jeu d'équilibriste, trouver un équilibre entre les deux. Et sur la question du rapport aux usagers, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé parce que je ne m'y attendais pas en fait naïvement en arrivant sur le terrain, à quel point cette dimension, alors qu'elle est assez périphérique et secondaire, en fait elle n'a rien de périphérique et de secondaire et qu'elle est effectivement assez souvent valorisée, voire très souvent, et souvent source de valorisation socialement, professionnellement, parce que les relations avec les riverains, ça permet d'apporter tout un ensemble de formes de gratification symbolique, ça permet d'accumuler un capital de reconnaissance, être connu de tout le monde, connaître tout le monde, des remerciements, des encouragements. Bon, tout ça, c'est valorisant, ça permet de sortir de l'invisibilité, de donner du sens au travail, de s'approprier positivement son travail. Il y a aussi des formes de gratification matérielle, les étrennes, typiquement, des systèmes d'échange de services, de dons contre dos, etc. Des ressources sociales aussi qu'apportent ces relations, c'est-à-dire des ressources qui peuvent permettre, même modestement, de supporter des trajectoires sociales ascendantes. Et donc tout ça, finalement, permet d'être un petit peu autre chose que simple balayeur ou éboueur. Ça permet le fait de dire on fait aussi du relationnel, ça permet un peu de redéfinir l'activité, ça aide à s'approprier positivement le travail, ça permet également de mettre en avant, de valoriser ce que je disais tout à l'heure, des compétences sociales, des compétences relationnelles, interactionnelles, psychologiques, intellectuelles, et donc d'intellectualiser aussi l'activité quelque part, ne pas être juste dans le côté ouvrier. Et toute cette gestion des interactions permet de valoriser aussi des manières d'être socialement légitimes, en tout cas perçues comme telles, et de mobiliser un style d'interaction, de s'éloigner d'un style populaire d'interaction pour mobiliser un style d'interaction socialement plus légitime, et du coup de mettre en scène une sorte de conformité à la norme, de montrer qu'on est digne d'être considéré normalement, perçu comme tout le monde. Voilà.